On va commencer parce qu'il y a un homme qui est ici tout de suite, qui est au-dessus là, c'est à côté de vous, ici Oui, comme ça. oui. C'est pas un compagnon qui est parti. Si. Il est tout le long de votre comme ça, c'est marrant. J'ai l'impression que vous l'avez amené avec vous. Voilà, justement, je lui ai demandé de venir. Et vous le voyez? Il est là? Bah, comme vous m'avez dit, oui, je le... Je ne voulais pas, mais Dieu sait que je ne voulais pas parler de Bruno Charvet sur cette chaîne. Jamais. Je ne voulais pas en parler, mais j'ai reçu de nombreux messages me demandant d'en parler. Spécifiquement après ma vidéo sur Uri Geller que je vous mets en fiche, beaucoup de sceptiques m'ont dit « Et si tu faisais la même chose pour Bruno Charvet ?» etc. Certains m'ont même dit « Ma femme, ma mère ou ma sœur sont tombées sous son emprise » entre gros guillemets, c'est pas mon terme à moi. Hein. Et d'ailleurs, voilà un petit avertissement. La vidéo sur Uri Geller parlait d'un personnage qui s'est fait connaître il y a plus de 30 ans, qui est aujourd'hui millionnaire et qui est de nationalité américaine. Par conséquent, l'impact que pouvait avoir sur la vie personnelle d'une vidéo de ce type est quand même très minime. Depuis, de nombreuses choses ont changé, je suis suivi par une communauté bien plus large, puisque j'ai reçu mon trophée des 500 abonnés, donc je tenais à vous remercier déjà parce que ça n'aurait pas été possible sans vous, et n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à partager les vidéos. Je pense que je suis quand même resté quelqu'un d'assez simple, et pour moi ce n'est qu'un chiffre, mais je sais qu'il y a des gens derrière, et ça représente beaucoup, et donc je vais continuer à faire des vidéos, ça ne deviendra pas commercial, et ça ne va pas modifier en tout cas les vidéos que je vous fais. Mais blague à part, dans le cas de Bruno, la chose est légèrement différente. Tout d'abord, Bruno est un Français. Sa carrière est contemporaine. C'est quelqu'un dont l'arme, entre guillemets, de prédilection est également YouTube. Certains pourraient y voir de ma part une jalousie ou tout simplement une envie de grappiller des abonnés. Ils ont raison. Non, bien évidemment c'est faux, je ne fais pas cette vidéo par volonté de gagner ou de faire grimper le compteur, tout comme je ne fais pas cette vidéo par volonté de faire descendre le sien. Même si ma communauté est toute petite, j'ai la faiblesse de penser qu'elle est très intelligente, de par le genre de vidéo qu'elle choisit. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, je vous en supplie, n'allez pas attaquer Bruno, ni ici, ni sur ses commentaires à lui, ni ailleurs d'ailleurs. Vous pouvez en revanche partager cette vidéo au plus grand nombre afin qu'il sache de quoi est réellement composée, selon le point de vue des sceptiques, la médiumnité. Je veux, si Bruno regarde cette vidéo, être en adresse directe avec lui en lui disant que je ne lui veux aucun mal, que ma volonté n'est pas vindicative, que je ne souhaite pas lancer de guerre médium mentaliste comme il y en a des tas sur les forums déjà existants. Si après le visionnage de cette vidéo vous avez envie d'aller consulter un médium, mais je vous en supplie, allez-y, ne me laissez pas entraver votre liberté de choix. En revanche, vous le ferez avec tous les éléments pour comprendre les rouages derrière cette discipline. Ainsi, une preuve qui aurait pu vous paraître suffisante sans avoir vu cette vidéo vous paraîtra toute petite et vous demanderez une plus grande preuve de l'existence d'un éventuel contact avec l'au-delà. Je crois personnellement qu'il peut y avoir d'énormes dérives à cette discipline. Cela n'est plus vraiment approuvé, mais depuis l'apparition du spiritisme au 19e siècle, des médiums se sont répandus dans les milieux bourgeois afin de leur soutirer un maximum d'argent possible. De nos jours également, des personnes qui savent en toute connaissance de cause que ce qu'ils font est factuellement faux, se répandent dans les salons d'ésotérisme, créent leur cabinet et montent des grosses arnaques. Cependant, je suis intimement convaincu, en tant que sceptique, que les médiums charlatans et les médiums de bonne foi utilisent les mêmes techniques pour que ça marche, les uns en s'en rendant compte, les autres sans s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, on ne va pas démolir Bruno Charvet à coups de marteau, en revanche, on va parler de la médiumnité, de son art à lui. Et Bruno étant un médium très populaire sur YouTube, eh bien je pense que ce serait un formidable objet d'étude pour la vidéo qui va suivre. Petite parenthèse, je crois qu'il y a un excellent spectacle sceptique qui reproduit une séance de médiumnité du 19e siècle et qui est actuellement tourné dans toute la France. Donc oui, nous allons parler de Bruno Charvet aujourd'hui, médium alias Bruno, nouveau message sur YouTube. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. Je croyais que la vie et la mort étaient séparées d'une barrière infranchissable, et puis j'ai pris conscience que les âmes ne meurent jamais. Elles continuent à nous accompagner, nous guider et nous rendre meilleurs. Ceci est sur la 4e de couverture de son livre Les Thérapeutes du Ciel aux éditions Michel Lafon, que l'on m'a offert, parce qu'il faut pas déconner, j'allais pas claquer 18 € là-dedans. En revanche, ce que je peux reconnaître à ce livre, c'est qu'il est loin d'être mal écrit, ça se lit sans trop de difficultés, ce n'est pas indigeste. Donc félicitations Bruno pour tes qualités d'auteur. Bruno Charvet s'est rendu à partir de 2016 célèbre en alimentant une chaîne YouTube présentée comme une série, dont il est le personnage principal. Assisté d'une équipe de tournage, il va à l'encontre de Kidam venu avec plus ou moins d'a priori dans l'espoir d'un contact avec des êtres chers disparus.
Fringant et jovial, Bruno veille à l'image de son activité qui consiste d'après lui à devenir le relais des âmes, comme il le dit sur sa 4e de couverture. Même s'il propose exactement les services de ce qu'on appellerait un médium, il préfère éviter ce langage. Bruno, le médium. À chaque fois que je dis ça, je me dis, mais c'est pas ça que je devrais dire, mais en même temps... Mais non, mais ça fait 2 ans maintenant que la série Bruno, un nouveau message existe, et ça fait 2 ans qu'on cherche un autre nom que le mot médium, donc on appelle Bruno, c'est tout. Voilà, bon, alors, Bruno. Page 84, j'ai réalisé que l'univers de la voyance et de la médiumnité avait besoin d'un grand nettoyage. Je crois que nous avons le devoir de montrer un visage neuf de la médiumnité, un visage dégagé des oripeaux spiritueux, des vieux manoirs, des grimoires, de ces clichés qui rebutent tant de monde à notre époque. Mais ce n'est pas vraiment ça la problématique. La problématique, c'est que pour beaucoup, la spiritualité et la médiumnité ne sont que des affaires de bonnes femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais rien, c'est des machins de gonzesses. Ma femme arrête pas de me le dire, tiens. Mais faut-il prendre Bruno Charvet au sérieux? Notre objectif ne sera pas ici de trancher sur l'existence d'une vie après la mort, ni même d'affirmer qu'il est à tout jamais impossible de communiquer avec des personnes décédées. Si le sujet vous intéresse vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller la conférence et le livre de Thomas Durand. Je vous mets la conférence en fiche. Thomas Durand, c'est le directeur de l'Aztec, c'est également le vulgarisateur auteur de la chaîne La Tronchambier, que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. Avant tout, nous voulons nous faire une idée de la fiabilité des prétentions de Monsieur Charvet, et profiter de l'occasion pour mobiliser quelques outils de la pensée critique. La problématique est donc la suivante: peut-on raisonnablement croire que Bruno nous transmet des messages d'esprit immatériel? Son ouvrage précédemment cité nous apprend que Bruno Charvet se crut autrefois capable de prédire l'avenir. Ses premiers clients sont sa sœur et ses camarades de classe qui l'éclairent sur leur avenir et sur les sujets des interros à venir. Une compétence apparemment perdue donc, ou en tout cas qui n'est plus du tout revendiquée. Au contraire, Bruno se fait un malin plaisir lorsqu'il se répand en interview de dire qu'il n'est pas voyant. Bruno, on va rappeler un peu, avant de commencer quoi que ce soit, que tu n'es ni... tu ne lis pas dans l'avenir, hein, qu'on soit d'accord. Non, je ne lis pas l'avenir, je suis pas voyant. Tu n'es pas voyant. Voilà. Tu n'es pas astrologue, ça n'a rien à voir tout ça. Je n'ai pas mon petit pendule. Tu n'as pas de pendule. Page 41 de son livre, j'ai commencé à pratiquer la voyance, non pas dans ma famille, mais à l'école avec des élèves ou des enseignants que je ne connaissais pas. En classe de 3e, j'ai dressé le thème astral de ma professeure d'allemand. Je décidai alors de creuser un peu plus. Tous les jeudis matins, à l'intercours, je recevais, entre guillemets, à mon bureau, dans la classe, tous les élèves qui souhaitaient faire l'expérience de la voyance. J'avais à peine 15 ans. Je n'ai absolument aucun mal à penser que tout ceci est vrai, pour la simple et bonne raison que quand j'étais plus jeune, c'était également le cas. Mes amis apportaient leurs camarades de classe et me disaient « Tiens, dis-moi ce que tu peux dire sur lui rien qu'en le regardant ». Une séance de cold reading à la Sherlock Holmes, j'y avais droit à chaque récréation, c'était ma routine. Je parle d'ailleurs du lien entre médiumnité, mentalisme et cold reading dans un podcast de 2 heures réalisé par l'excellente Elisabeth Fétit, et je vous mets tout ceci en fiche, ça s'appelle Méta de choc et je vous invite à aller découvrir cette chaîne. Il faut comprendre ici que Bruno Charvet semble prédisposé depuis l'enfance à se chercher des pouvoirs extraordinaires. Ce type de penchant est donc à soupçonner de la même manière que chez ceux qui prétendent avoir vu des ovnis non pas une mais plusieurs fois dans leur vie, quand on sait que le commun des mortels n'en fait jamais l'expérience. Chez nous, les ovnis, c'est pareil, ils tournent autour, ils atterrissent jamais, on les voit jamais. Bon, en fait, moi, la première fois que j'en ai vu un, j'avais 9 ans. Madame, c'est que vous avez dit la première fois que j'ai vu un ovni. Ce qui prouve bien que lorsqu'on en a vu une première fois, on cherche la deuxième fois et la deuxième fois, on la trouvera. C'est en regardant le médium John Edward à la télévision, Bruno écrit-il en page 61, qu'il eut la révélation de sa vie, j'étais médium. Pour avoir une idée, certes très tranchée de qui est John Edward, demandez à Richard mon voisin. C'est pas mon voisin, hein, c'est Richard mon voisin, c'est un sceptique. John Edwards a été élu par South Park dans l'épisode 14 de la saison 6, le plus grand connard de l'univers. Je sais pas si vous l'avez vu cet épisode. Et ma foi, c'est vrai que s'il y avait un concours interstellaire du plus grand connard, je pense qu'il serait au moins en finale. Alors lui, il fait ce qu'on pourrait ranger dans la catégorie des transcommunications instrumentales, c'est-à-dire des gens qui disent être en contact avec l'au-delà et communiquer avec vos défunts. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réunit des amphithéâtres comme ça, et puis il essaie de rentrer en contact avec les morts. Et donc il commence à deviner un prénom, et puis il y a une personne qui dit oui c'est moi, c'est mon mari, je l'aime, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah ben il vous dit que, et il commence à donner des informations qui sont a priori surprenantes, etc. Donc c'est pas le seul, je vous reparlais tout à l'heure un petit peu de transcommunication instrumentale, des gens qui font ça, il y en a aussi en France, hein, des gens qui disent être en contact avec l'au-delà et qui ramènent des informations, soi-disant, de vos proches défunts, vous voyez. Et c'est assez troublant et convaincant de prime abord, mais quand on exerce un doute raisonnable, on se rend assez vite compte que ça tient difficilement la route. Tout l'épisode de South Park consiste à regarder comment un des gamins apprend par des méthodes de mentalisme à faire exactement la même chose que lui et essaie de démontrer en public pourquoi c'est bidon. Les fourberies de John Edward sont déjà largement commentées par James Randi et bien d'autres, ça n'est pas son cas qui nous intéresse ici. Quant à la genèse de sa chaîne YouTube, Bruno l'évoque en page 83. Avec les outils d'aujourd'hui, en l'occurrence les réseaux sociaux et YouTube, avec des mots et des images simples issues de la vie de tous les jours, j'allais pouvoir montrer que l'existence, la mort et les afflictions, tout ce que l'on connaît ont un sens dans notre réalité d'ici-bas.
qu'il est essentiel d'intégrer la conscience de la mort à notre vie et de ne pas craindre, de ne pas donner un sens à ce que nous considérons comme des épreuves, des deuils ou des séparations. De cette ambition naîtra donc Bruno, un nouveau message. En août 2019, la chaîne pèse à peu près 60 000 abonnés et bientôt 10 millions de vues. Bruno, un nouveau message, ce sont des vidéos montées et diffusées par épisode de 4 à 8 minutes pour la plupart, à raison d'un toutes les 2 semaines environ. Rien n'indique que Bruno Charvet ait déjà soumis ses affirmations à des protocoles scientifiques. Voilà pourquoi s'en remettre au contenu de sa chaîne YouTube, ainsi qu'à ses différentes apparitions sur Téléstar, etc. Ces vidéos prouvent-elles qu'un au-delà nous est accessible. De fait, les personnes, auxquelles Bruno laisse le dernier mot de ses vidéos, se disent souvent impressionnées. Nous voudrions voir si cela est justifié. Je crois plutôt à tout ça et on peut que y croire quand on voit les vidéos de Bruno, je pense. D'abord, n'allons pas nier que Bruno Charvet fait un certain nombre de démonstrations impressionnantes. On connecte. Michel, c'est qui? C'est mon grand-père qui est parti l'année dernière. Eh ben lui, il est là. Oh waouh. Nous sommes obligés de dire que l'épisode 2 est particulièrement encourageant. Tout à l'heure, donc là on fête l'anniversaire de sa mort. Oui. Quelque part. Mais oui, c'est en ça plus, mais c'est ça. Merci. Oh là là. Anne Wanik, Oh là là. C'est qui celle-là? C'est dingue. C'est la nouvelle femme de mon oncle qui est un monstre. D'accord. Oui, parce que je voyais pas des très belles choses là-dessus. C'est fou. En mentalisme, on appelle ça un effet Sentacea, comme cet effet nécessite du talent d'acteur et des couilles en acier. En l'occurrence, ce que fait Bruno là est très risqué, mais c'est payant. Compte tenu de l'âge de la jeune femme, le nom Michel est très répandu. Anne ou Annick peut donner également lieu à tous les Anne en nom composé, très répandu à l'époque, dont voici une liste non exhaustive. Par conséquent, un peu de talent, de la chance, et vous avez de la médiumnité. Quant à l'anniversaire de la mort, il peut vraisemblablement s'agir d'une coïncidence. Cependant, cela peut être également une double réalité. Ce que vous comprenez vous, c'est que c'est précisément le jour du tournage de cette séance où Michel est mort. Cela peut être donc pour cette femme dans les quelques jours environnants, le mois en cours. Dans le cas présent, vous comprenez ce que je veux vous dire, dans la mesure où nous n'avons pas le jour de la mort de Michel et le jour du tournage pour cette vidéo, nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit bien du jour de la mort. Et si c'est le cas, j'invite Bruno à jouer au loto et à se renseigner sur les nombreuses infidélités de sa femme. Que peut-on dire? Le détail d'une explication prosaïque ne m'est pas toujours nécessaire pour affirmer qu'il y en a probablement une. Par exemple, le tour de la téléportation avec Luc Langevin. Je repère un certain nombre d'anomalies ou d'éléments suspects qui me suffisent, sinon à expliquer les tenants et les aboutissants de l'illusion, à présumer qu'illusion il y a. Autrement dit, je n'explique pas le tour de magie, mais je vois bien à l'évidence qu'il y a un truc. Cette prudence épistémique paraît ridicule dans le contexte d'un spectacle de magie, étant tacitement entendu entre l'artiste et son public qu'il est question d'illusion de toutes les manières. Mais nous voyons un intérêt à faire comme si cela n'allait pas de soi. Celui d'entretenir la même vigilance une fois sortis des salles de spectacle, et de garder à l'esprit que les professionnels de l'illusion ne se présentent pas toujours comme tels. Les raisons de se méfier. La qualité de la communication semble prédictible. Au moment pour les esprits de s'annoncer et de décliner leur identité, la connexion apparaît comme laborieuse. On tâtonne à chaque fois sur la première ou la dernière syllabe d'un prénom, on hésite, on laisse confirmer, on tente autre chose. J'ai l'impression que pour elle, c'est que de la surprise. Ouais. C'est pas du tout prévu. Il y a un prénom avec un L. C'est qui ça? Léonore? Oui, c'est qui? Sa petite fille. Sa petite fille, d'accord. Il y a quelque chose qui est lié avec l'avion ou pas? Ou des gens qui sont dans l'avion, ou qui prennent l'avion, ou qui prenaient l'avion? Il a rencontré ta grand-mère en prenant l'avion. Il a pris l'avion. Ah bah Dieu, je t'apprends les choses, c'est formidable. Il me montre, ça a été Love at First Sight, tu sais comme en anglais c'est le waouh. Il m'a dit quelqu'un a les yeux bleus, il y avait les yeux bleus là-haut. Il y en a un qui avait les yeux, on sait pas ça. J'ai l'impression qu'il y a des yeux. Il me dit mais je suis tombé. Ah je l'ai vu, j'ai dit c'était celle-là, c'est pour moi. Mais c'est de l'amour hein. Et et il y a un prénom en P qui sonne. Alors moi je l'ai appelé, je dis Pierre, mais ça peut être un autre P. Et en revanche, une fois que plusieurs informations sont validées par le vivant, la communication gagne soudainement en fluidité. Un chiffre 3, elle parle de 3 mois, elle parle d'un moment où quelque chose se sont fait très vite en fait. Oui. Elle est partie très vite. Il y a quelque chose qui l'a embrasé, elle dit. C'est quelque chose qui m'a... comme si ça m'avait brûlé. Dans l'hypothèse où Bruno entend réellement quelqu'un. On s'attendrait alors à ce que la qualité de la communication soit homogène, ou bien aléatoirement brouillée pour des raisons que j'ignore. Mais alors, comment se fait-il que comprendre un simple prénom nécessite un long moment et le secours verbal de la personne vivante, mais que le discours devienne souvent d'une facilité étonnante en d'autres moments? Il dit au moins on peut être fier de moi, j'ai réussi ce que j'ai fait. Il dit aussi que il a laissé quelque chose, vous savez c'est comme s'il avait monté une marche, et que cette marche, du coup vous n'aviez pas besoin de la monter vous. Parce que c'est pas été facile pour lui, mais qu'il y ait cette fierté il la met en vous, et il dit celle-là, je sais que tu la gardes dans ton cœur. Hypothèse, est-ce nécessairement le temps passé qui fait la différence? Peut-être l'affaire d'une mise en route, d'un échauffement médiumnique ou de se brancher sur le bon canal. Intuitivement au moins, on aura compris qu'il y a déjà autre chose. Mais alors quoi, exactement?
Qu'est-ce qui caractérise globalement les révélations de Bruno comme appartenant à l'une ou à l'autre des deux catégories? Un critère semble alors pertinent, celui de la vérifiabilité. En règle générale, les informations au sujet desquelles Bruno hésite, se démène et temporise sont des données qui sont susceptibles d'être confirmées ou infirmées, immédiatement par la personne dont une validation est attendue. Au contraire, des informations révélées sans hésitation, avec aisance, sont généralement celles qui sont invérifiables, c'est le contenu des messages. Prédictible, donc à la faveur à ce stade d'une hypothèse que tout le monde a déjà pu deviner, le médium ne parle qu'avec les vivants. Et c'est là où la corde sensible est tendue, à mon humble avis. Des médiums bienveillants peuvent faire beaucoup de bien autour d'eux en délivrant ces messages, et des médiums d'un autre côté très malveillants pourraient très bien faire parler les morts, comme des ventriloques. Le contenu des messages, justement, n'a pratiquement jamais d'intérêt. Dans la manière dont Bruno présente les défunts, la mort et l'état mortuaire et les entités, les défunts pourraient révéler des secrets dont tous les historiens et chercheurs en d'autres disciplines sont avides. On pourrait s'attendre à ce que des esprits profitent de l'occasion pour lancer des alertes, mettre des mises en garde, donner des conseils véritablement avisés. L'un ou l'autre devrait bien saisir l'opportunité d'exhumer au moins un secret de famille. Au lieu de cela, une fois triées, les données renseignées verbalement par la personne elle-même, des données que Bruno révèle par d'autres moyens, surnaturels ou non, telle est la question, Bruno ne transmet que deux sortes de choses. Des inepties qui se ressemblent toutes et qu'on attendrait de la part de paroles exactement destinées à réconforter ou à satisfaire une attente. Et qu'il voit vraiment sur chacun d'entre vous. Hein. Je veux le sens. C'est vraiment... on voit une personne qui est au-dessus et qui s'occupe de son petit monde, comme si c'était ses petites... comme si c'était sa petite famille, quoi. Voilà. Et c'est pas comme si c'est sa petite famille. Un message qui n'a jamais grand-chose de nouveau, et qui n'a non plus jamais grand-chose de message, car à travers Bruno, les défunts ne semblent avoir aucune personnalité propre. C'est pour ça qu'elle parle de réconciliation, elle dit mais je voudrais que tout le monde se retrouve. Il dit ça mérite un peu de chaleur. Il veut vous dire que de son vivant, il pensait à toute sa famille, ils sont ensemble. Super. Voilà, ils sont retrouvés. Elle dit c'est bien de prier pour nous. C'est une façon de se connecter. Il me dit je suis heureux parce que il n'aurait pas fallu qu'on se sépare comme ça. Et c'est une façon de dire je suis bien arrivé de l'autre côté. Voilà. Mais c'est qu'il vous aime. Voilà. Et de tout son cœur. Et qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle vous aime. C'est un monde d'amour et il nous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, qui t'aime beaucoup. D'ailleurs, une étrangeté du monde des âmes, c'est qu'à en croire Bruno, les morts ont des comportements très similaires aux nôtres. Hein. Ils mangent, ils s'habillent, ils se maquillent. Bon, ça se trouve, il y a un Zara, il y a un Auchan, il y a un Leroy Merlin, dans l'au-delà, on sait pas, on n'y est pas. Et d'autre part, des éléments qui tombent juste, certes, mais qui n'ont pas d'autre intérêt que celui pour Bruno de faire une démonstration de force. Maman, elle montre un stylo, pardon. Elle montre un stylo comme un stylo... Elle n'arrête pas de me montrer ce stylo-là. Le stylo de papa. Il y a un stylo, oui. Elle dit que il a été gardé, ce stylo-là. Oui, elle me le montre, elle dit que c'est vraiment important. Oui, oh, oui. Mais il n'est pas dans un écran. Il l'était, mais il l'est plus. Parce qu'elle montre comme une petite boîte. Ouais. Comme moi là-dedans, quand je commence à parler avec les morts dans l'acte 2, ça sèche un peu tout le monde. Ici, j'ai l'impression qu'on m'a mis une médaille. Il y a quelqu'un qui a une médaille ici. Mes deux grands-pères faisaient partie de l'armée. Et ben voilà, et ça a précédé ce que j'allais te dire. Bruno se débrouille parfois pour bricoler un message à partir de ces tours impressionnants qui auront raison du scepticisme bien souvent revendiqué par les vivants. Ici par exemple, Bruno mandate le jeune homme de transmettre ce qui vient d'être dit. Alors c'est pas juste la mort subite du nourrisson, hein. Il y a eu visiblement un problème de santé, ou un souci de santé ou quelque chose pour moi qui fait comme un accident, quelque chose de très inattendu. Et cette personne-là est toujours là, cette femme-là. Oui. Vous pourrez lui transmettre ça, parce que... Ouais. Mais quoi ça? Ça? Visiblement un problème de santé ou un souci de santé ou quelque chose pour moi qui fait comme un accident, quelque chose de très inattendu. Il n'y a rien à transmettre que la personne ne savait déjà. Plus tard dans la vidéo, Bruno nous explique que si les défunts ont à cœur de révéler ce que les gens savent déjà, parce que la jeune femme n'avait vraisemblablement pas besoin d'apprendre qu'elle porte un tatouage dans le dos, c'est pour garantir l'authenticité de leur appel. Non, il envoie quand même pas mal d'informations, hein. Donc c'est quand même pas mal. C'est ce qu'il envoie pour que vous puissiez vraiment repérer que c'est lui, et que vous puissiez vous dire « Ah bah oui, non mais là c'est forcément lui ». Ah oui, je reconnais. Voilà. Pourquoi pas, mais ça n'a de sens que s'il appelle à lui-même un objet, un peu important, un peu confidentiel. Mais les messages sont si creux que généralement, ils n'en sont pas vraiment. Dans l'épisode 57, Bruno s'adresse à deux sœurs. Après avoir mis le doigt sur l'existence d'un stylo, censé avoir été cher à leur défunte maman et soutiré aux deux jeunes filles, et après tout ce qu'il était possible de savoir concernant l'objet, le médium en vient finalement au fait pour dire... Eh ben pour elle c'est très important. Merci maman, ça fait 5 ans que t'es cané, t'avais rien de plus intéressant à me dire. C'est à ces moments-là que l'on voit à quel point les candidats à l'expérience sont complaisants avec Bruno. Du moins pour ceux qui participent aux épisodes finalement diffusés. Pour avoir maté l'entièreté de la chaîne YouTube, on n'a jamais vu personne, dans aucun épisode, démontrer un niveau d'exigence tellement meilleur. La question n'est jamais posée par les gens de savoir ce qu'ils peuvent considérer comme un message pertinent à ce stade. Rarement, il arrive à Bruno d'annoncer des choses qui commencent par sembler intéressantes. Dans l'épisode 80, à propos d'erreurs médicales dont le défunt fut victime.
Et il y a quelque chose, dans tout ça, il y a une chose qui est vraie. Il dit, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues, mais il y a une chose qui est retenue et qui doit servir ça. Et il dit que ça doit servir d'un peu. S'il y a plusieurs erreurs, il y en a une en tout cas qui a été prise en compte, qui a été prise en charge. Et ça, il dit, c'est important pour vous. Et ce sera tout. On n'en saura pas plus, et le fils du défunt, lui, n'apprendra rien d'utile. On fait avec. Ici, par exemple, alors que Bruno tente de décrypter le message du défunt concernant cette boîte de rangement, préalablement confondue avec un bocal à poissons... Quand on met les poissons là, un bocal ou un... Je pense en fait à... J'ai une boîte en plexi. C'est marrant qu'il me montre ça, hein. On a l'impression qu'il veut que vous fassiez quelque chose, votre père. Il s'amuse d'un cri d'enfant qui passe à vélo. Oui. Cela nous apprendrait-il enfin quelque chose? Et voilà. Voilà. On se contentera d'un voilà. Et voilà. Voilà. Un chapitre entier a même été consacré à la vacuité habituelle des révélations médiumniques par Pierre Goémard dans son ouvrage Chez les évocateurs de fantômes, paru en 1930. Pierre Goémard, dont Google nous apprend qu'il est encore en vie, et a 124 ans. Ah, c'est lui, il veut nous faire un signe. Comme les klaxons de Bruno. Quand quelqu'un klaxonne, en fait, c'est qu'il nous signale qu'il est là. C'est un truc. Ça, il dit que... Il a beaucoup... Voilà, bah, ça c'est un signe aussi. Et il dit qu'il y a un warning sur votre maman en ce moment. Et il reconfirme. Pardonnez-moi, cette séquence me fait rire, je devrais absolument pas, c'est méchant et même moqueur et je veux pas être comme ça. Mais en l'occurrence, j'imagine juste qu'il y a un gars au volant d'une Clio qui est là et qui fait purée, il a bouche sa bétaillère, le connard du 83 là. Et il y a Bruno dans le café d'à côté qui fait c'est votre père. Il confirme, il est là. Alors Bruno est peut-être exceptionnellement doué. C'est peut-être un exceptionnel médium, il est peut-être réellement en communication avec l'au-delà. Pour autant, sa métacommunication révèle de nombreux traits reconnaissables au lot commun des simulateurs en la matière. Attention, les exemples qui vont suivre ne prouvent pas que Bruno trompe son monde. Nous montrons simplement qu'il n'y a pas de quoi tomber à la renverse. Commençons par le plus simple, le moins crédible et le moins spectaculaire. On pose des questions à la personne vivante, on recueille les réponses et on annonce avec enthousiasme qu'elles sont confirmées par le défunt et ou la vision. Pourquoi sa sœur? Elles avaient une histoire très particulière, elles habitaient l'une près de l'autre. J'ai l'impression de faire ça et ça. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Et là, je vous livre une technique de mentalisme. Bien souvent, au lieu de poser de véritables questions, on amorce une affirmation en suscitant plus ou moins subtilement une réaction de la personne. Alors c'est marrant parce que elle porte un truc particulier, votre mère, comme un de sa jeunesse, hein, et c'est de sa jeunesse. Elle montre peut-être une blouse, elle portait une blouse quand elle travaillait. Voilà, qu'elle porte jusqu'ici. Voilà. Il n'y en a aucune révélation, mais si le médium est suffisamment vif, et croyez-moi, Bruno l'est, il parvient à en donner l'illusion. Le participant, si possible complaisant, aura l'impression d'avoir lui-même parfois confirmé les dires de l'esprit, au lieu du contraire. Je vous dis pas pourquoi, du coup je veux pas te donner trop d'infos que tu as pas donné, je réagis simplement à ce que tu as dit. Dans une deuxième partie de sa vie, il a une autre carrière. Bon, c'est pas l'écriture, mais c'est quelqu'un de très cultivé et surtout, très cultivé, oui. Il faisait beaucoup de choses. En gros, il aimait beaucoup la littérature. Il écrivait des poèmes. Ah bah voilà pourquoi j'ai l'écriture ici, tu vois. Puis je continue à l'écrire là en même temps pendant qu'il me fait ça. Ici, la jeune femme, Fabienne, répond à Bruno. Donc seul vous pouvez savoir. Non, mais c'est lui qui... elle le savait pas. C'est lui. Ah, mais Bruno non plus. Je te rassure, Fabienne. C'est toi qui lui as dit. 20 secondes auparavant. Dites-moi juste, mais racontez-moi quand même, parce que il m'en parle. Tout simplement. La jeune femme prend pour argent comptant le parce qu'il m'en parle, alors que très clairement, c'est elle-même et non le défunt qui a produit le récit. Certaines fois, Bruno n'hésite pas à présenter les choses d'une telle manière que c'est aux vivants de deviner ce à quoi pensent les morts. Son enterrement. Oui, mais dites-moi ça. On s'est promené sur la plage. Voilà. Avec elle. Elle parle de la marche et elle dit ça pour moi. Ce moment-là, j'étais vraiment particulièrement avec vous. Oui, parce que toutes mes sœurs étaient là et c'est tata. Enfin... C'est ce qu'elle veut entendre. Voilà, ça, elle me met le sourire. Elle me dit ouf, elle a trouvé maman. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est clairement, je l'entends. Elle me dit que vous m'évitez de passer pour un con. Hein, c'est ça. L'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est largement documenté sur internet, donc je pense que vous trouverez très facilement. C'est à la base de ce que l'on appelle le cold reading. Ce sont des formulations imprécises dans lesquelles chacun pense se reconnaître, alors qu'en réalité elles conviennent à tout le monde. Il y a un sceptique américain qui s'appelle Michael Shermer qui l'a appris en quelques heures et qui l'a mis en application tout de suite avec un certain nombre de personnes. Et les personnes sortaient de là convaincues qu'il avait véritablement un talent, ce qui est assez extraordinaire quand même. Ce qui veut dire qu'il y a là-dedans quelques recettes de base qu'on est capable d'utiliser. On utilise là, dans ce cas une technique qui s'appelle aussi l'effet Forer, du nom de son inventeur. C'est-à-dire que je vais commencer à parler avec ces personnes.
qui était, bon, je précise, volontaire hein, pour mener cette expérience. Je commence à annoncer des faits, mais d'une façon relativement creuse. Je lance des phrases du style je vois une blessure dans votre enfance. Alors ça veut dire tout et rien. Qui n'a pas eu une blessure physique lorsqu'il était enfant? Il est peut-être tombé de vélo, il est tombé dans une piscine. Ça peut être une blessure psychique aussi. Et ça, c'est la personne qui est en face de moi qui va me répondre. Non pas par le langage verbal, mais le langage corporel. Chez cette dame, là, j'ai vu que lorsque je lui ai parlé de blessures de son enfance, elle a eu l'œil qui s'est rempli un petit peu, qui est devenu un peu plus brillant, donc j'ai senti que c'était un point douloureux. Mais c'est pas votre père. Je sais pas si vos parents sont toujours vivants d'ailleurs, mais je veux pas savoir. Mais il y a un souci avec votre mère important. Je pense qu'il y a eu un abandon de la part de votre mère. Alors, je ne sais pas si l'abandon est physique ou psychologique, mais il y a eu il y a eu une fuite, en tout cas, quelque part. Ouais. Je pense que si j'ouvrais un cabinet de voyance demain, ça fonctionnerait à 200%, en utilisant strictement la même technique. C'est utile aussi bien en amont pour trouver un défunt dont parler, qu'ensuite dans le contenu des messages à délivrer. Une tendance à partir un petit peu comme ça dans ton monde, et puis tu peux très bien t'isoler comme ça, et ça c'est quelque chose que tu devais faire quand tu étais plus jeune, parce que c'est ce qu'ils ont vu, c'est comme si tu t'isolais complètement dans ton univers. Alors là c'est toi qui fais ta bulle, et puis en fait dans la bulle il n'y a que toi qui rentre, ou des personnages que tu fais rentrer. Voilà pourquoi la teneur des messages relayés par un médium est très proche de celle de votre quotidien gratuit. Mais comme tu vois, pour répondre à ta question, ce sont que des... c'est que de l'amour qu'il y a de là-haut, hein. C'est un monde d'amour. Et il nous aime. Vivre ses colères, ses émotions, il faut être à fond dans ses émotions, il faut les dépasser, mais pour les dépasser, il faut les traverser. Et petite parenthèse, comme on parle d'horoscope et que l'on a déjà évoqué le thème astral précédemment, je vous invite à faire un tour sur la chaîne Hygiène Mentale de mon ami Christophe Michel pour voir sa vidéo sur l'astrologie, et surtout sur la critique réfléchie de l'astrologie. On peut donc penser raisonnablement que le kit usuel du médium comprend une connaissance, au moins approximative et intuitive, des principales causes de décès par tranche d'âge, et pourquoi pas par sexe. Petit exemple, en sachant déjà que la personne décédée était un jeune homme de moins de 30 ans, le médium peut faire le pari de raconter un accident plutôt qu'une mort par maladie. Famille, mais... Ça peut être un ami à vous, quelqu'un comme ça? Oui. J'entends le truc et puis ensuite ça pète très fort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On entend PAM des trucs. Il a perdu le contrôle de sa voiture et il a tapé un poteau. Donc... Il a tapé le poteau, d'accord. Bon alors c'est ce qu'il montre là. J'aurais aimé vous trouver la proportion de morts par accident de la route parmi les jeunes hommes. Mais malheureusement en cherchant sur internet je n'ai trouvé que la proportion des jeunes hommes parmi les morts de la route et c'est pas très utile dans le contexte. Le retour sur l'information. Même une personne qui ne souhaiterait pas aider le médium laisse inévitablement échapper des réactions à ses paroles. Et pour cause, pratiquement toutes les suppositions de Bruno sont dites sur le ton d'une question. Mais autant dire que pour la plupart, les gens qui participent aux vidéos de Bruno sont très généreux en réaction. Et c'est logique car ils se plongent dans une expérience, ils n'essaient pas d'établir un protocole expérimental quelconque. Et évidemment, il lui sera possible d'en tenir compte pour restituer la suite de ses visions. Une illusion efficace implique donc de tourner à son avantage les probabilités conditionnelles. On maximise ses chances de tomber juste au départ en visant large. Alors, il y a une femme qui est partie. Il y a un homme qui est ici tout de suite. Ce qui est au-dessus là, c'est à côté de vous, ici comme ça. Oui. C'est pas un compagnon qui est parti. Il y a quelque chose où il y a eu un blocage par rapport à une figure paternelle. Il y a un truc par rapport à un papa ou c'est votre papa à vous qui est parti. Puis, au fur et à mesure des retours, verbaux ou non, on affine sans avoir à s'aventurer dans des probabilités incertaines. En bout de course, on aura un résultat qui était très improbable au départ, mais qui le devenait de moins en moins au fil des étapes successives. Ici par exemple, la personne ne réagissant pas fort à la question « Alors, il y a une figure maternelle qui est partie. » Bruno a tout le temps d'en inférer que sa maman est toujours vivante, de sorte à se déporter plutôt sur une grand-mère. Juste au-dessus de vous, mais qui est pas maman en direct, alors c'est grand-mère. Hein. Ou alors ici, en sachant qu'il parle d'un accidenté de la route, Bruno ne risque pas grand-chose en supposant qu'à ce moment, le défunt a eu peur de quelque chose ou qu'il a donné un coup de volant. Il a eu peur, vous savez, s'il a eu peur de quelque chose, pour qu'il donne un coup de volant, ou j'ai l'impression qu'il a donné un coup de volant. Ouais, il a donné un coup de volant. Il a eu peur de quelqu'un ou de quelque chose, il a voulu éviter quelque chose. Je ne sais pas, je m'étonne, je dis hasard ou réalité scientifique. Ou bien encore ici, à propos de la maman de son interlocuteur, Bruno apprend... Se sont séparés, du coup, après, vos parents? À cet instant, qui n'aurait pas parié que Bruno passerait aussitôt à la révélation des regrets maternels? Elle m'a dit « je suis hors de moi ». J'ai l'impression que ça me prend la gorge ici. Elle m'a dit « je suis hors de moi ». Mais elle dit « vous y êtes pour rien, je voulais pas vous blesser ». Elle dit « j'ai perdu le contrôle de ma vie ». Dans l'épisode 79, le vivant ayant déjà dit qu'il n'avait pas été au chevet de sa défunte mère, ni ne s'était tenu au courant des détails de la maladie... je l'ai pas vu pendant qu'elle était malade, donc je pourrais pas en témoigner. C'est bizarre parce que vous n'avez pas de détails. Il est donc évidemment tentant pour Bruno de révéler que dans cette relation filiale, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits.
Il y a des choses qui n'ont pas été racontées ou parlées, alors même du temps de son vivant. Je parle même pas de sa maladie et de sa mort. Parce qu'elle dit que ça vient tout ici. Ensuite, ça descend, désolé pour les détails. Mais elle dit que ça descend aussi quasiment près de l'estomac ou du foie. D'accord. C'est toute cette région qui est prise, que je touche depuis tout à l'heure en fait. Ici, dans l'épisode 80, Bruno émet des suppositions de fil en aiguille, comme suit au fur et à mesure des réactions de Fabienne. Il y a quelque chose où il y a eu un blocage par rapport à une figure paternelle, il y a un truc par rapport à un papa ou c'est votre papa à vous, qui est parti. Parce qu'il parle d'un blocage, il y a eu quelque chose sur la voiture ou pas, ou sur la route qui est lié à lui. Et c'est pas ce qui a causé sa mort. Il parle de quelque chose d'avant en fait. Oui, mais c'était il y a... Dites-moi juste, mais racontez-moi quand même, parce que il m'en parle. C'était il y a... Oh, j'étais petite. Inutile de préciser que la probabilité que le défunt père de Fabienne ait déjà vécu quelque chose sur la voiture ou sur la route est très élevée. Or, à partir de là, c'est la participante qui sélectionne un événement dans son souvenir et qui le raconte sur demande express de Bruno. Les exemples similaires sont légion parmi les vidéos de Bruno. L'hypothèse de la médiumnité y est absolument superflue. Rien de moins extraordinaire qu'une simple conversation entre deux êtres humains bien vivants. Pourtant, Bruno présente ses résultats comme le produit d'une manifestation surnaturelle. Dites-moi juste, mais racontez-moi quand même, parce que il m'en parle. C'est marrant qu'il me montre ça. On a l'impression qu'il veut que vous fassiez quelque chose, votre père. Maintenant, il dit plus rien. Il est sympa, votre père. Il y a des moments, il a l'impression qu'il est parti. C'est incroyable. Là, il est hyper bavard et d'un coup, il s'arrête d'un coup. Stupeur et incompréhension frappent les esprits. Le tri sélectif des données ou la validation subjective. On tente beaucoup de prédictions à la suite tout en dissimulant les résultats négatifs. Dans le flot rapide de ces spéculations, le médium peut 1. Guetter les réactions et les émotions successives de la personne, 2. Laisser couler ce qui fait chou blanc, et enfin 3. Continuer, en donnant même éventuellement l'impression de poursuivre une même piste. On valide pour nous-mêmes ce qui nous a été favorable, mais on néglige ou on oublie tous les échecs. L'idéal pour cela est de parler sans cesse, de sorte à laisser derrière soi tous les coups dans l'eau. Il y a un T, quelque chose, un prénom en T, il y a pas une... Je sais pas, c'est pas Thérèse, il y a un prénom qui vient là. Si ça dit rien, ça me dit rien. Je vais le laisser de côté, et ça reviendra peut-être tout à l'heure. Ou pas. Le fait est qu'on n'entendra plus jamais parler de ce thé dans la vidéo. La tarte à la crème de la validation subjective, c'est la forme interronégative. Mieux que la forme interrogative simple, elle donne l'apparence d'une prédiction sans aucun échec possible. En fonction de la réponse, verbale ou non, on produira rétrospectivement l'illusion qu'on la connaissait déjà. C'est le moyen idéal de s'emparer d'une confirmation ou d'une infirmation et faire feu de tout bois. Et comme une illustration vaut mieux qu'un long discours, voici quelques extraits de forme interronégative chez Bruno. Vous avez jamais eu l'occasion de la déposer quelque part? Alors, je sais pas si c'est des déformations de naissance. C'est pas un compagnon qui est parti. Mais il n'est pas dans un écrin. Vous n'avez pas gardé une marque? Pas trop froid? Non, ça va. Bon. Et pour vous donner un exemple, sur 10 épisodes choisis arbitrairement de 75 à 84, Bruno emploie en moyenne 2 fois ce type de formule par épisode, 12 oui contre 7 non, soit à peu près 65-35. L'épisode 81 nous offre un exemple intéressant de tentative dans laquelle Bruno prend le risque de s'obstiner inhabituellement dans une idée qui semble être une impasse. Mais il y a un truc où on voit du vélo ou de la moto. Non, c'est du brum brum, j'entends du bruit. C'est autour de lui. Il y a un truc qui fait brum brum comme ça tout le temps. Il s'arrête sur une histoire de moto et insiste sans que Baptiste, le participant, ne puisse y raccrocher aucun souvenir. Il m'a montré que ça fait brum 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 tout le temps. Ça tourne. Vous avez entendu? Bruno se laisse alors interrompre par un cri qui sonne en I et interprète aussitôt ce bruit apparemment anodin. Vous avez entendu? Ouais. Donc c'est que... Baptiste. Donc c'est que c'est un truc dont vous devez vous rappeler. Si le défunt papa de Baptiste est capable de contrôler ou d'anticiper le cri d'un passant, ne doit-on pas espérer qu'il puisse expliciter un peu mieux ce qu'il cherche à dire à propos de moto? Après plusieurs cuts vidéo, Baptiste finit par dire que son petit garçon s'est récemment vu offrir une petite voiture télécommandée. Je pense que c'est lié à votre petit garçon. Il y a pas longtemps, il a reçu une petite voiture télécommandée qui... Bah voilà. Il y a très peu. Ce qui fera apparemment l'affaire de Bruno, malgré l'absence totale de messages. Bruno ne semble pas concevoir le fait que les voix de son imagination puissent interférer avec une quelconque communication parapsychique. Si ça échoue, c'est de la faute de l'autre. Ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Baptiste. Définition a posteriori des conditions d'interprétation. On s'empare d'une réponse qui ne valide pas la prédiction, mais que l'on bricole tout de même en une sorte de résultat positif. Il y a un petit peu qui est chapeauté en fait. Il y a quelqu'un qui portait un chapeau, qui avait un métier dans lequel il portait son chapeau, où il portait comme une casquette ou un chapeau. Alors je sais pas si c'était pour toi, mais s'il y a quelqu'un dans le... Parce qu'il y a vraiment... Oui, parce que oui. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui porte la casquette ou le chapeau de façon professionnelle en fait. Quelqu'un qui travaillait comme à la SNCF, ça peut parler, ou quelqu'un qui faisait... C'est mon père actuellement. D'accord, il y travaille. Il y travaille, Tu as perdu ton grand-père paternel, son père? Lui, Ah bah d'accord, ok. Voilà. Non Jacques, on ne fait pas ça. C'est exactement ce que notre cerveau nous pousse à faire sans arrêt. Interpréter a posteriori. Chercher des nouvelles règles en cours de route. Il faut éviter ça, c'est la base. Dans un protocole scientifique, on fixe nos règles avant l'expérience. On définit quel sera un résultat positif. Point, barre.
On connaît tous le problème que pose le fait de devoir établir les règles en cours de partie lorsqu'on joue au Uno, à base de contre Uno, de tu ramènes la pioche, de tu prends 3/4, de on cumule les plus 4 ou on cumule pas les plus 4, bref, on a tous passé beaucoup plus de temps au lycée à discuter des règles qu'à jouer. Et bien c'est un biais typique des protocoles faits par-dessus la jambe, et Bruno Charvet n'hésite pas à s'y engouffrer. Faisons une analogie avec un système scolaire. Imaginez un QCM dans lequel vous cocheriez aléatoirement des cases, et que seulement après on écrivait les réponses et les questions afin de vous être favorable. C'est exactement ce qu'il se passe lorsque l'on obtient un résultat et que l'on décide après coup comment le faire rentrer dans le moule de ce que l'on espérait montrer. Vous pouvez pas faire votre échantillonnage, et puis quand un cas vous plaît pas ou colle pas à ce que vous voulez, vous dire non, bah, celui-là je le prends pas en fait, il me saoule. Vous voyez, on peut pas faire ça. Quand vous avez pris vos critères, vous devez vous y tenir, quoi. Vous devez les annoncer à l'avance et vous y tenir. Vous devez justifier le mode de rejet de vos données à l'avance. Je vous donne un exemple tout bête. Je teste l'hypothèse, tous les Bretons sont nuls en maths, ce qui est une hypothèse complètement débile. Tous les Bretons sont nuls en maths. Et puis hop, je rencontre un Breton et qui répond bien à mon problème de maths. Ah mais non, ça compte pas parce qu'il était de Nantes en fait, alors que tu vois, donc je le retire de l'étude. Vous voyez, après, je sais pas, c'est un peu le problème du problème de ce qu'on appelle le vrai écossais, quoi. C'est vrai, les Écossais sont tous roux, quoi. Ouais, mais moi j'ai un oncle écossais puis il est pas roux. Ouais, mais c'est pas un vrai écossais. Parce que... Les interprétations extrêmement libres. Il y a un S, un prénom avec un S de quelqu'un qui serait parti. S, comme Simon. Oui, S. Oui, bah Simon, c'est Simon. C'est pareil, lui, c'était mon copain, ouais. C'est votre ami? Et c'est lui qui est, il est parti, oui. Votre ami? Bah, on s'est séparés là. Voilà, vous êtes séparés de là, Ah, d'accord. Mais il est pas mort, hein, on est d'accord? Non, il est encore là. Tant mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti? Il y a quelqu'un avec un prénom, hein, avec un N chez vous, comme ça? N, Nick, quelque chose? Ça peut Alors, être Nicolas, c'est qui? C'est votre meilleur ami? D'accord. Mais qui est toujours près de vous? Oui, non, mais on peut parler de gens qui sont près de vous, hein, c'est pas grave, c'est juste des informations qu'on me donne. Là encore, rien de tel pour sauver sa peau en toutes circonstances. Bruno se risque à affirmer qu'un des grands-parents de Clara a perdu un enfant jeune. Dans les grands-parents, là, hein, il y a eu une perte d'un enfant. Hein. Ça peut être relié à moi ou non? Oui, bien sûr. J'avais ma maman, donc a eu un frère, mon frère et ma soeur sont jumeaux, et mais bon sang, bonsoir. ma maman attendait un jumeau pour moi, mais elle a fait une fausse couche. Ta soeur et ton frère sont des jumeaux? Oui. On est loin du compte, mais Bruno trouve le moyen de récupérer l'information pour sermonner Clara tout en nous faisant oublier de quoi on parlait. Voilà, bah, je pense que c'est une incitation à faire encore une fois sauter cette bulle et tes proches ou ceux que tu n'as pas connus mais qui sont proches de toi, ou cette grand-mère, ces grands-parents, cette sœur jumelle, ils ne partiront pas pour autant, au contraire. Au passage, Bruno est tellement clairvoyant qu'il transforme le frère jumeau en sœur jumelle. Ici, Bruno cherche à faire parler la jeune femme d'un cahier, de quelque chose qui est cartonné. Il y a un cahier, elle me montre un cahier aussi. On a l'impression que c'est quelque chose qui est cartonné ou... Après réflexion, comme pour lui accommoder une solution, la jeune femme évoque des dossiers médicaux, puis répond tout simplement aux questions de Bruno. Oui, dites-moi. Un dossier, des dossiers médicaux, ouais, que j'ai pu chercher, des choses aussi. D'accord, parce que c'est vous qui l'avez fait pour découvrir des choses? Ouais, j'ai cherché un peu des choses médicales, ouais. Pour comprendre un petit peu. Pour comprendre, ouais. Elle parle de ces dossiers médicaux, il y a des photos, donc des radios. Tiens, comme par hasard! Vous nous auriez pas pris un peu pour des cons, sur ce coup-là? Ouais, on a vu. Après plusieurs tours de cet acabit, la jeune femme semble pourtant très impressionnée. Assez étonnée, ouais. Parce qu'il aurait pas pu trouver tout ça, c'est impossible, donc... Ai-je besoin de commenter? Quand on met les poissons là, un bocal ou un... Je pense en fait à... J'ai une boîte en plexi. C'est marrant qu'il me montre ça. Hein. Il y a une femme qui est tout près de lui aussi, dont il parle, enfin, qui est encore ici dans le monde, hein, dans ce monde-là. Hein. Il n'avait pas une femme et un enfant? Ah, il avait une femme, ouais. Il avait une femme qui depuis a eu un enfant. Et depuis a eu un enfant. Ouais. Aussitôt, Bruno fait exactement comme si cette réponse rejoignait sa prédiction. Ce n'est pourtant pas le cas, ne serait-ce que parce que le défunt n'a certainement jamais connu l'enfant en question, lequel enfant est probablement d'un autre homme à en croire la formulation. Donc nous voyons qu'en fonction des résultats, on peut inventer la consigne ou la préciser, la transformer ou la faire oublier, et transformer une question en prédiction, en embrayant après coup sur une justification. C'est quelqu'un qui était proche de votre maman? Oui. Parce qu'elle me parle de lui. Cela aurait pu se présenter comme suit. Votre maman me parle de lui, donc je vous demande s'il était proche d'elle. Mais au lieu de ça, Bruno récolte un nouveau oui, donc une nouvelle réponse positive dans la tête des spectateurs. Une réponse dont il n'aurait pas eu besoin si la révélation qui suivait eût été authentique. Dans ce cas-là, comme dans des centaines d'autres, il faut s'étonner que Bruno n'ait pas directement annoncé « Votre maman me parle de lui ». Si ces justifications sont vraies, alors Bruno nous prive inutilement de beaucoup de prédictions justes. Parce qu'il se comporte comme s'il avait besoin à chaque fois d'en vérifier la plausibilité. Les nombreux exemples de ce genre révèlent ce qui est devenu chez Bruno de véritables réflexes de langage. C'est votre papa à vous, qui est parti? Parce qu'il parle d'un blocage, il n'a pas fait un coma ou il n'a pas fait un truc, parce que j'ai l'impression qu'il n'a plus de cognition. Il les avait rangés un peu ces documents là, c'était bien rangé en... Alors c'est quelqu'un de très organisé. Parce que regardez ce qu'il me montre là. Elle a perdu son mari aussi. Oui.
Parce que vous voyez, on entend sonner la cloche et ça c'est le deuil. Vous êtes remis un peu avec votre famille, vous êtes revenu vers eux, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Et... Bruno intègre à son récit toutes sortes d'événements et de bruits fortuits, en leur donnant une signification particulière. Et il a beaucoup... Voilà, bah, ça c'est un signe aussi. Et il dit qu'il y a un warning sur votre maman en ce moment. Et il reconfirme. Et elle a perdu son mari aussi. Ouais. Parce que vous voyez, on entend sonner la cloche et ça c'est le deuil. Des aboiements, des cris d'enfants, des coups de vent, la pluie qui tombe, un coup de klaxon, bref, tout peut être interprété comme un signe délibéré. Si cela était vrai, cela voudrait dire que les morts ont un pouvoir extrêmement puissant en pilotage des contingences terrestres. Il faut donc alors imaginer qu'à peu près personne ne puisse éternuer sans que cela ne procède d'une intention fantomatique et ne cache un sens bien plus profond. Camoulox! Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Voilà ce que l'on apprend des performances de Bruno lors du live d'une émission de radio. Ici, les résultats sont désastreux, surtout en première moitié d'émission, il faut bien dire. Nous ne savons pas si c'est à cause du passage du différé au direct, et donc à l'absence de montage et d'éventuelles coupures, mais quel que soit le problème, c'est à Bruno de l'anticiper. C'est à lui de dire dans quelles conditions ses pouvoirs fonctionnent ou non. Or, ça n'est pas ce qu'il fait. Au lieu d'admettre ses échecs à répétition, Bruno semble tenter systématiquement de sauver son image. Tous les biais sont exploités au maximum. Lors de ces rencontres face à face, les occasions pour Bruno de s'adresser à 2 personnes à la fois augmentent systématiquement le nombre de chances de tomber juste. Mais ici, il profite clairement de la possibilité de déporter ses prédictions manquées sur l'un ou l'autre des dizaines d'auditeurs qui attendent au téléphone. Parce que tout ça, évidemment, marche à distance aussi avec les auditeurs. Ouais. Alors, marche et aussi ou pas. Il y a des fois, et on va le rappeler aussi avant de commencer, il y a des fois où bah, ça prend pas, voilà, c'est peut-être pas le moment, pas le lieu. Pas une science exacte, c'est humain avant tout. Mais bon, ça marche quand même pas mal. Mais oui, ça marche pas mal. Il y a juste derrière vous, il y a quelqu'un avec qui vous êtes là aujourd'hui ? Absolument pas, là je suis tout seul. D'accord, il y a quelqu'un derrière vous en fait qui est tout le temps, je vais pas vous faire peur, il y a toujours quelqu'un qui est derrière vous. Il y a une figure maternelle en fait qui est partie de votre côté, ça peut être lié à maman ou ça... Alors on va dire non, c'est pas maternel, c'est paternel. D'accord, mais il y a une figure maternelle qui est là juste derrière vous, c'est qui cette personne qui est décédée, cette femme là ? Ah bah là pour le coup, à part mon père qui n'est plus là, le côté maternel est toujours là, donc non, que ce soit ma grand-mère ou ma mère. Il y a quelqu'un il y a une femme qui est juste derrière en fait. D'accord. Mais oui, mais c'est troublé. Et c'est pour Salma. Quoi je parle. Parce que Salma acquiesce depuis tout à l'heure. Et oui, juste une petite chose. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on change de place ou que oui, Salma peut se mettre en face. Je vais me mettre là-bas. Ça dérange pas? Non, Est-ce que là-bas ça va aller mieux? Je pense que ça va aller. D'accord. Ou là, si tu veux. La maman de maman est partie chez vous? Ta grand-mère du côté de ta mère. Non, elle est encore là. Qui est-ce qui est parti de côté de maman là? Parce que on va arriver à voir qui c'est là. Parce qu'il y a vraiment une personne qui veut nous parler. Il y a son père et il y a du coup mon papa à moi aussi. Décidément, on a eu 2 papas là tout à l'heure. Hein, voilà. Ouais. Ok. Salut Mégane. Il y a quelque chose, il y a 3 ans. Qui est-ce qui est parti il y a 3 ans? 3 ans. Et il y a le chiffre 3 qui parle beaucoup. Non, pas 3 ans, non. Il y a un truc à identifier là qu'on ne nous a pas donné. Quand on fait tourner un petit peu en rond comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous concerne en fait. Ouais. Donc il y a une personne qui vient nous parler. C'est pas pour l'instant, en tout cas pas pour l'instant, papa. On va te mettre de côté. On te garde par là, d'accord. Et si Bruno, ça revient parce que ça marche aussi un peu comme ça. Si Bilal au 01 45 24 20 20. Salut Bilal. Parce que on a l'impression qu'il est jeune comme vous. Vous êtes 3 ans de plus que moi. Voilà. Alors. J'ai compris les 3 ans de tout à l'heure. Voilà, les 3 ans, d'accord, très bien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est tout le temps aussi comme ça, surtout quand on est en direct. Il y a tout il y a tout qui arrive. Voilà. Ouais, alors voilà. Un faux, un tox, voilà, faut vérifier, mais Et pour se faire une idée de l'honnêteté de Bruno, on peut examiner ces quelques séquences plutôt embarrassantes. En fin d'émission, une auditrice, Julie, vient aux nouvelles de sa maman, inopinément décédée sur les restes d'une dispute avec sa fille. Pressé par le temps, l'animateur souhaite écourter l'appel pendant que Bruno essaye vainement de faire fonctionner une histoire de dessin sur une plaque. Avec un aplomb déconcertant, l'animateur décide de prendre le contrôle de la communication comme si lui aussi, tout à coup, entendait des voix. Quelque chose qui est dessiné sur une plaque, je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais vous laisser. En tout cas, Julie, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'elle. Mais en tout cas, elle cherche à parler. Non, certainement pas. Peut-être ça aussi que Julie venait chercher comme réponse aussi de cette rupture-là avant qu'elle parte. De l'animateur, cela révèle en fait qu'il n'est pas dupe de Bruno. Il a bien compris que l'exercice consistait à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Qui est de l'ordre du pardon aussi, hein. D'accord. Mais je crois que c'est pour elle-même qu'elle demande pardon, je crois, surtout. Quant à Bruno, s'il s'estimait réellement détenteur d'une capacité médiumnique et s'il était réellement en communication avec la maman de Julie, ne devrait-on pas s'attendre à une sorte de réaction de sa part? Par exemple, non mais oh, que savez-vous des états d'âme de la défunte? C'est moi ici et moi seul qui suis habilité à en rendre compte. Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à...
Alors tu crois que tu peux mieux parler avec les morts que moi, c'est ça? Non, je crois qu'aucun de nous deux peut le faire. Je te défie en combat singulier devant le public. Je prouverai au monde que je suis un médium et que toi tu n'es rien. D'accord, connard? Il n'est pas rare dans les vidéos de Bruno qu'on ne sache plus du tout qui du défunt ou du médium est censé avoir l'initiative de la parole. T'as besoin d'exprimer les choses. C'est vrai. Elle dit sinon ça va être compliqué, ça va continuer à être compliqué. Elle dit il faudra te poser. Oui. Et le fait de se poser, ça va correspondre de toute façon avec quelque chose qui va se dénouer à l'intérieur de vous. Ouais. Alors je vous dis pas que c'est pas bien le métier que vous faites, hein, ça n'a rien à voir. Bruno transmet à Stéphane Bern de la part de sa maman. Elle dit n'hésite pas à me parler dans ce que tu fais. Le célèbre animateur réagit aussitôt. Moi je lui parle tous les jours. Voilà. Et Bruno rebondit ainsi. Bah alors elle vous encourage à poursuivre. Oui, je lui parle tous les jours. À cet instant, je trouve que ce connecteur logique, bah alors, et de trop, est particulièrement suspect. On dirait que Bruno a cessé d'être attentif à sa céleste connexion. Comme si c'était à lui de décider ce que la maman de Stéphane Bern devrait logiquement dire à ce moment-là. Mais je suis très sceptique. Non. Le temps d'une poignée d'épisodes, Bruno et son équipe ont eu l'excellente idée de mettre à l'œuvre un embryon de protocole de test. Les participants étaient invités à noter sur une feuille le nom des défunts dont ils espéraient une manifestation. J'aimerais noter les 3 personnes que je voudrais rencontrer aujourd'hui. Bien sûr, ils le faisaient à l'avance et ils gardaient la feuille pour eux-mêmes. Cette initiative a-t-elle servi la crédibilité de Bruno? Rien de moins sûr. Dans l'épisode 73 en particulier, tout se passe comme si ces règles ne servaient à rien, puisqu'après avoir secrètement désigné 3 personnes sur sa feuille, le participant livre tout simplement les informations à Bruno au fur et à mesure. Non, que mon Il n'y a que papa qui est parti. Mon père, ouais. Mon grand-père peut-être. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait des bêtes en Algérie. Oui, mais c'est pas un commerce genre comme ici, non, où il y a un restaurant, non, une épicerie, non, tout ça. Non. Il y a eu une double nationalité ou quelqu'un qui s'est... C'est mon grand-père. Oui, pourquoi? Avant l'indépendance, je pense. Alors, il y avait votre papa, il y avait d'autres personnes que vous attendiez aujourd'hui, Nabil? Une voisine, aussi. Nabil conclura admiratif. Mon père, mon grand-père et puis la voisine. Donc, ces 3-là sont sortis de chez Bruno. Donc, sans qu'ils le sachent. Il n'y a que papa qui est parti? Mon père, ouais. Mon grand-père, peut-être. Une voisine, aussi. En tout et pour tout, Bruno n'aura pourtant rien deviné de mieux que la première lettre d'un prénom féminin, sans préciser à l'avance si ce serait ou non le prénom de la bonne personne. Il y a une belle leçon à tirer de cette expérience, car il peut tous nous arriver d'être des Nabil. Peu importe le prénom que vous avez. C'est par le biais cognitif. Statistiquement, sur un grand nombre de prédictions, même faites au hasard, il est normal que certaines tombent juste. À pile ou face, vous avez peu de chances d'obtenir 5 faces de suite en ne tirant que 5 fois. Mais si vous comptabilisez des dizaines de lancers, la même série de 5 faces consécutives devient beaucoup plus probable. Le biais de publication et l'effet produit lorsqu'en pareille situation vous donnez l'apparence d'un succès improbable en ne montrant que l'échantillon de résultats fructueux au lieu d'être transparent sur toutes les fois où vos tentatives tombaient à l'eau. On croira que les résultats publiés prouvent quelque chose, alors qu'en réalité, la chance vous avait momentanément souri. Dans l'hypothèse où, sur un grand nombre de tournages, Bruno ne conserve et ne diffuse que ceux qui lui sont le plus favorables, il peut donner une fausse idée de ce qu'il sait faire. Un témoignage comme celui-ci soulève au moins la question, en admettant bien évidemment qu'il s'agisse de la bonne identité. Cette personne aurait eu affaire à Bruno et à l'équipe, alors qu'aucune Jamila n'apparaît dans les vidéos publiées sur la chaîne. Nous avons pu contacter l'une des participantes à l'un des épisodes. Pour des raisons d'anonymat, évidemment je ne pourrai vous dire ni son nom ni son prénom. Toutefois, je lève la main droite et je jure sur un album d'Amaury Vassili que le témoignage qui va suivre est authentique. Parce qu'en fait, j'ai pas de Bible chez moi, curieusement, et comme c'est mon producteur, c'est mon patron. Du coup, c'est un peu Jésus, en fait. Donc c'est plus important à mes yeux qu'un livre religieux. Ultérieurement au tournage de notre contact, Bruno a rencontré plusieurs personnes qui avaient accompagné le contact au tournage. Au dire de notre contact, Bruno s'est montré beaucoup moins performant lors des autres entrevues qu'avec la sienne. Il n'a par exemple pas su révéler des prénoms aussi précisément qu'avec notre contact. Enfin, le tournage a duré environ 1 heure, et sur cette heure, 5 minutes ont été gardées au montage. Un tri est donc possible et même fortement probable à la faveur des prétentions de Bruno. Notre contact nous a également renseigné sur quelques erreurs et inexactitudes commises par Bruno lors du tournage. Elles ont été gardées au montage, lesquelles erreurs n'avaient pas été relevées au moment du tournage. Accessoirement, voici l'exacte opinion exprimée par ce témoin privilégié quant aux capacités de Bruno. Je pense vraiment que Bruno lit dans les gens plutôt que dans l'au-delà. Plus les informations étaient précises de sa part, plus elles étaient récentes dans ma mémoire. Des incohérences se glissent parfois dans les récits de certaines vidéos et trahissent la confusion de Bruno.
la complaisance du participant, qui ne s'autorise pas à corriger le médium ou qui en est empêché par son torrent de parole, ou bien des procédés de montage douteux. C'est maman qui est partie? Ouais. Parce qu'elle arrive tout de suite maintenant. Depuis la 43e seconde, il était clair que l'on parlait de la maman de Claire, jusqu'à ce que, à 1 minute 31, la même personne semble être devenue sa sœur. C'est qui? C'est ma sœur qui a une petite fille, ouais. Étonnant, non? La lecture à chaud ou hot reading. Dans ce cas, la mauvaise foi est difficilement niable. Je ne veux pas accuser Bruno Charvet de fraude. Il affirme lui-même ne pas être au courant à l'avance de l'identité des gens qu'il rencontre, et vous savez quoi? Je le crois. Néanmoins, l'équipe qui organise ces rendez-vous aurait facilement accès à certaines informations exploitables. Les réseaux sociaux sont évidemment une manne de premier choix. De plus, il faut noter dans les commentaires des vidéos que les gens sont nombreux à livrer des renseignements utiles en indiquant leur motivation à participer à ces séances de spiritisme en plein air. Ils ne se privent pas de dire de quel défunt ils attendent des signes. L'honnêteté nous oblige à dire qu'ici ce n'est que pure spéculation. Notre témoin précédemment cité nous informe lui pour sa part n'avoir assurément jamais laissé une quelque information de la sorte à l'attention de Bruno. Je suis parfois invité dans l'émission Sculpture au point en live sur Twitch et sur YouTube avec mon ami Cédric, le commis des comics. Lors d'une émission de Noël dernier, j'ai réalisé en quelques secondes la prouesse d'une divination d'un numéro de téléphone à l'aide d'un moyen de hot reading particulièrement astucieux, je dois bien l'avouer, qui m'est venu en improvisation sur le moment quelques secondes avant de tourner la vidéo. Je vous laisse savourer. Ouais, ça va être trop la presse là. Ça va être vraiment. Bah, s'il trouve, c'est la coloscopie après. Ça va être vraiment compliqué. Le code de ton portable. Je pense qu'il y a peut-être. Ah non, mais en plus, il y a la perturbation du live, ça va être compliqué. Et allez, la perturbation du live, et quand c'est devant 100 personnes. Ok, bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord que tu me l'as pas donné ton numéro de téléphone? Non, pas tu m'as encore. pas donné. Et personne d'ailleurs me l'a donné, hein. Tu pourrais demander autour de toi, personne me l'a donné. Non, il va pas faire ce que je pense qu'il va faire. Ça ressemble. Mais non. T'es sérieux? Ouais. T'es sérieux? 06 80. Attends, on va voir. Vas-y, c'est quoi? Et les amis, moi je l'ai même pas ton numéro, hein, Ben. C'est vrai? Non, je l'ai pas. Non! Oh! Non! Non, c'est ouf. Ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est infiniment. Allô? Ouais, est-ce que je révèle comment j'ai fait ou pas? J'en suis là. Ah, c'est un peu. Mais c'est dommage. Si tu veux. Tout mon numéro dans les yeux. Non, absolument pas. Par contre, il est sur le collier de ton chien. Mais ça, c'est encore autre chose. La carte est Attends, on récapitule en fait. Le numéro, il avait lu sur le collier du chien. Voilà. d'Indy que je viens de montrer. Bravo. Alors là, bravo. C'est un escroc de génie. Un escroc, merci infiniment. Non, mais c'est Patrick Jane là. Là, vraiment, c'est ça par contre. D'aucuns prendraient la défense des augustes médiums en affirmant que leur simulation et leurs petits mensonges n'empêchent pas de leur reconnaître, à d'autres moments, d'authentiques prodiges. C'est ce qui est souvent avancé pour sauver la crédibilité de divers voyants et spirites. Par peur de décevoir une assistance fébrile, il leur arriverait de mentir. C'est pas totalement négatif car ils ont tous reconnu avoir triché des dizaines de fois étant donné qu'ils ne réussissent pas leur coup à chaque fois. Hein. Dans Chez les évocateurs de fantômes, Pierre Goemar écrit « Ils sont là ». Ils sont là. Sous le regard impatient des assistants, sentant l'exigence de ceux-ci, sachant que si l'expérience ne se produit pas, leur pouvoir médiumnique sera mis en doute. Alors dans l'absence momentanée de ce pouvoir médiumnique, ou par suite de la mauvaise volonté de l'esprit qui refuse d'obéir, ils se défendent en faisant appel au trucage. Quelquefois, c'est sous la pression de questions insistantes pour s'en débarrasser que les thaumaturges de tout poil se sentiraient obligés d'affabuler. C'est ainsi qu'on a tenté plusieurs fois d'excuser les mensonges des voyants de Medjugorje, par exemple, chaque fois qu'il n'était plus possible de les nier. Ce genre de plaidoirie impute donc la faute aux membres de l'assistance qui, à cause de leur crédulité ou de leur scepticisme, ont fait de l'intéressé un dupeur. Les objections à cela sont simples. Si l'on sait par quel trucage un tel a déjà voulu impressionner son public une fois ou deux, il n'est pas nécessaire de déjouer l'entourloupe à chacun des autres effets semblables. De la part de gens honnêtes qui ne s'inventent pas des savoirs ou des compétences qui dépassent les leurs, on doit s'attendre à ce qu'il leur arrive de répondre « je ne sais pas ». Et pas uniquement à cause du scepticisme affiché par un des membres de l'assistance. Si au contraire nous cédons au besoin de négocier la vérité par crainte d'être pris en défaut, alors nous démontrons simplement une malhonnêteté qui commande la méfiance des autres plutôt que le bénéfice du doute. On ne se rend pas très fiable en n'admettant jamais ni son ignorance, ni son impuissance. S'agissant de médiumnité en particulier, je citerai encore Pierre Goemar. Ne pensez-vous pas, ô lecteur de sens équilibré, que l'homme qui posséderait réellement ce merveilleux pouvoir d'entrer en contact avec les âmes, au-delà de la mort, se garderait bien de substituer jamais la supercherie à cette faculté dont il aurait conscience de n'être qu'incidemment privé? Pouvez-vous admettre que cet homme, capable de produire parfois ces phénomènes prodigieux, joue d'un seul coup, sur des détruqués de saltimbanque, tout le crédit de ce merveilleux pouvoir, en même temps que son honneur? Ceci donc pour dire qu'un authentique médium échouerait parfois plutôt que de mentir ou de se raccrocher à toutes sortes de branches. Moi-même, dans mon spectacle,
Il y a parfois quelques erreurs, et bien cela arrive. Mais là, je n'arrête pas de vous parler de ce spectacle et vous vous dites « Mais attends Clément, tu dis que tu peux reproduire ce que fait les médiums, prouve-le-nous » et vous avez raison. J'ai donc décidé avec Antoine, mon metteur en scène, de prendre notre caméra et d'aller sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence pour pouvoir filmer des séances de rue de spiritisme un peu dans la vague de ce que fait Bruno. Mais juste avant, pour avoir un peu un élément de comparaison, analysons l'épisode 1 de sa chaîne. L'apparence de l'improbabilité. Lorsque Bruno est en connexion avec le grand-père de Mélanie et évoque quelque chose du temps de son vivant avec un E, celle-ci lui propose aussitôt une solution parfaite, Émile, le prénom du défunt. Et du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est? Bah c'est son prénom, Émile. Ah merci, j'avais ça, d'accord, ok. En pareil cas, certains considèrent la faible probabilité que Bruno ait deviné par hasard la première lettre du prénom de la bonne personne. Ils ont raison, même si les prénoms masculins en E ne sont pas spécialement rares. Émile, Édouard, Éric, Edmond, pour citer quelques prénoms plausibles. Par commodité, estimons-la à 1 sur 26, le nombre de lettres dans l'alphabet. Pourtant, on aurait tort de se laisser impressionner pour si peu, puisque le médium n'avait pas pris tant de risques. Et du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est? La probabilité qu'une donnée corresponde à quelque chose, du temps de son vivant avec un E, elle était beaucoup plus grande que 1 sur 26. Certes, le prénom du sujet est une information particulièrement saillante. Le sens médiumnique aurait pu expliquer ce succès. Un peu de chance aura pu suffire également. Mais surtout, la probabilité d'échouer était beaucoup plus faible qu'il n'y paraît après coup. En effet, Mélanie avait beaucoup d'autres perches à tendre au moment de répondre si son grand-père ne s'était pas appelé Émile. Il aurait pu avoir épousé Edith, habiter à Elancourt, ou être un écrivain féru de jeux d'échecs. Bref, vous l'avez compris, l'on surestime alors a posteriori la probabilité que l'on avait a priori d'obtenir un résultat positif. On oublie la grande variété d'autres éléments qui étaient possibles et que l'on aurait pu interpréter comme satisfaisants, mais qui ne se sont pas produits. Beaucoup de cas similaires, comme dans l'épisode 84 à 3 minutes. Les deux parents sont très impressionnés lorsque Bruno parle d'un mini-lui au sujet de leur enfant qui a disparu. J'ai l'impression qu'il y a un mini-lui ou un mini... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il montre ça? Un petit frère. Touchant et impressionnant à première vue. Mais ceci n'est que l'interprétation personnelle de la maman. Bruno, lui, n'avait pas pris autant de risques à propos d'un mini-lui qui aurait eu une chance d'évoquer autre chose de réel s'il n'y avait pas eu de petit frère. Et si, à l'inverse, le médium avait pris un très gros risque, n'aurait-il pas pu s'arranger autrement? Transformer un échec en succès. Revenons quelques secondes en arrière, si l'on en croit le début de la phrase que Bruno a dite, ce qui était censé se rapporter à la lettre E à propos du grand-père de Mélanie était... quelque chose qui s'est libéré chez lui. Ouais. Parce que du temps de son vivant... Peut-on donc croire que c'est vraiment de son prénom qu'il allait être question à ce moment-là? Oui, si le défunt avait en horreur de s'appeler Émile. Pas très crédible. Bruno n'a donc pas seulement compté sur Mélanie pour trouver une occurrence en E, il s'est plus vraisemblablement trompé sans que cela se remarque. Il n'a rien trouvé en E qui se soit libéré chez le défunt. Même d'un point de vue extérieur, un seul visionnage de la vidéo ne suffit pas pour relever la subtilité de ses pirouettes. Comme Mélanie, nous avions oublié que Bruno cherchait non pas un prénom, ni même n'importe quoi en rapport avec la lettre E, mais quelque chose qui s'est libéré en lui. Vu sous cet angle, ce fameux prénom sublimé en succès improbable était en réalité un véritable échec. Mais ça n'est pas tout. Les données qu'on tient pour vérifiables sont-elles vraiment vérifiées? La parole des vivants eux-mêmes est-elle à prendre pour argent comptant? Pas si sûr. Rien ne garantit que les participants sont neutres, et il faut envisager qu'au moins certains d'entre eux soient assez désireux de croire au pouvoir de Bruno pour donner un coup de pouce à ses prédictions en négociant avec la réalité. Ce premier épisode en donne le parfait exemple. Au tout début, Bruno obtient confirmation que c'est le grand-père paternel de Marie qui est décédé. C'est votre grand-père paternel que vous avez perdu? Oui, parce qu'il est là aujourd'hui. Et il vient vous parler, il vient vous dire bonjour. Vous l'avez connu? Vous êtes... Ah oui, moi c'est... Et c'était votre grand-père, vous l'adoriez. C'était ma vie. Voilà. Bah, c'est là, il est là. 40 secondes de vidéo plus tard, Bruno fait l'erreur de demander une confirmation contradictoire avec ce qu'il est déjà censé savoir. C'est le papa de votre maman? Oui. C'est ça? Ouais. Il dit ça et il dit que... Il dit qu'il voit pas le rapport. Sauf grave erreur de montage, il était pourtant parfaitement clair qu'on était censé parler du même grand-père depuis le début. Doit-on croire que les parents de Mélanie furent frères et sœurs pour qu'un seul homme soit son grand-père à la fois paternel et maternel? Sinon, que s'est-il passé dans le cerveau de Mélanie qui l'ait empêché à ce point d'infirmer les spéculations de Bruno? Difficile à dire de ce point de vue-là, et pourtant je lis dans les pensées. Mais la leçon à tirer de tout ceci, c'est que la parole des participants aux expériences de Bruno ne suffit pas en elle-même à évaluer les résultats. Faute d'aller nous-mêmes à la recherche de détails de la vie de Mélanie, l'on se demanderait presque, si nous étions de mauvaise foi, si elle avait vraiment un grand-père du nom d'Émile. Une des premières choses qu'on peut penser aussi, c'est Bruno, il donne des messages. Peut-être que c'est un super mentaliste. Alors, mais ça c'est marrant. Alors qu'on me dise à la limite que ça me fait toujours rigoler, parce que si j'étais un mentaliste, je pense d'abord pour moi un mentaliste, ça me fascine. J'adorerais faire
D'ailleurs, si on m'entend, si quelqu'un m'entend, j'adorerais faire un épisode de la série, ou un hors-série de la série, avec un mentaliste. Et qui puisse, lui, me bluffer, parce que ça me bluffe total, hein, moi je trouve ça dingue. Et que je puisse aussi, moi, lui donner des messages. Ah, chacun son truc. Et c'est top, c'est un super métier, mais je vois pas le rapport. Qu'à la limite, on me dise que je suis un grand télépathe, que je vois dans l'esprit des gens, on me l'a déjà dit. Why not? Mais mentaliste, je vois pas le rapport, en fait. Alors, il y a quand même dans l'histoire du mentalisme le spiritisme, qui n'est pas à oublier parce que... Avec un grand pan. Attention, le spiritisme, c'est donc la communication avec les morts. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient le spiritisme? Je pense que c'est extrêmement important. Et là, c'est beaucoup plus mon domaine. Je vais faire un gros travail de fond là-dessus, puisque mon spectacle repose là-dessus. Ce qui est fascinant dans le spiritisme, c'est que c'est l'engrais, la base du mentalisme moderne. Mon cher Bruno, j'adorerais également faire quelque chose avec toi, je reste à ta disposition. Je précise qu'avant de tourner cette vidéo, j'ai tenté de le contacter et qu'il ne m'a pas répondu. Pas de réponse égale pas de collaboration, mais j'espère que ce n'est que partie remise, mon cher Bruno, le message est envoyé en tout cas. Je me suis donc retrouvé à tourner ma vidéo tout seul, au cours Mirabeau à Aix-en-Provence, et je vous invite à regarder un petit montage. Nous avons filmé tous ces échanges, merci à tous les protagonistes qui ont accepté d'être diffusés. Certains ont accepté d'être filmés, mais uniquement pour mes archives personnelles, non pas pour être diffusés sur YouTube. Je respecte leurs souhaits en ne diffusant pas leur image. C'est d'ailleurs fort dommage parce que 2 d'entre eux avaient des réactions particulièrement intéressantes qui étaient vraiment très proches de ce que l'on peut voir sur la chaîne de Bruno. Aussi, petit avertissement. À la différence de Bruno, nous n'avons organisé aucun casting. Par conséquent, les protagonistes de ce casting sauvage en pleine rue, digne des plus grands pornos amateurs, n'avaient peut-être pas tous dans l'objectif de la journée de rencontrer un médium. L'effet de la non-préparation à la caméra les a rendus un petit peu froids et peu loquaces. De surcroît, il leur fallait penser à un défunt sur l'instant et sur le moment et inventer une question à leur poser dans l'immédiat. Mais cela reste quand même un bon souvenir et une bonne partie de rigolade. Merci à tous les gens qui se sont arrêtés et qui ont fait l'effort de faire cette séance avec moi. T'es stressé? Stressé? Ouais. Un peu, parce que je vais faire pour la première fois quelque chose que j'ai jamais fait et que je me suis interdit de faire. C'est-à-dire de faire croire aux gens que ce que je fais est réel. Oui. Merci de participer à ça. Alors salut, ton prénom? Bonjour, merci de faire cette expérience avec nous. Et vous êtes sceptique, vous êtes... J'ai pas d'avis sur la question. Bonjour. 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 Alors vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas du tout. Non. Et pourtant on va tenter directement quelqu'un. Coupe-moi ça. Là je pense à quelqu'un et c'est quelqu'un qui... Attends, par contre ça veut dire c'est ton grand-père, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Instantanément, je le vois, il a une moustache. Enfin, Ouais. je vois, je sais c'est ça. Mais c'est du côté de ta mère ou du côté de tes... Oui, ma mère. Du côté de ta mère, hein. Je vois qu'il veille sur toi, tu me parles d'une femme. Il y a un N dans son prénom, ça te parle ou pas du tout? Il y a un N, il y a un B aussi. Non. Annabelle, ça te parle pas? Non. Non? Tu me parles d'un truc comme ça. Enfin c'est pas grave. Vacances. C'est vacances ou ça? À Annaba. Ah, Annaba? Ouais. J'entendais Annabelle, moi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de lié. Annabelle, d'accord, j'entendais quelque chose d'assez proche. C'est pas grave. Il y a un R dedans. Hein. Ouais. Il y a un R, ça commence peut-être par un... Non, un T peut-être. Ouais. Tarek, un truc comme ça? Taha, d'accord, oui, c'est un prénom étranger que je ne connais pas, j'ai du mal à entendre. Et tu as un projet là, toi, actuellement. Là, toi, tu es dans la recherche d'un appartement, c'est ça? Ouais. Ça va. Et il me dit que tu vas le trouver. C'est-à-dire qu'en fait, là, il me... Non, et là, en fait, il me dit que tu as une bonne étoile. Par contre, il me dit que ce sera peut-être pas celui que tu vas trouver maintenant. C'est-à-dire que ça va être le prochain. Ok. Ouais, c'est incroyable. Parce que là, alors, il me parle d'autre chose, ça n'a rien à voir. Et il me dit qu'il veille sur toi. Alors, et là, je vois instantanément un homme. C'est un homme et il est plutôt grand. Enfin, il est plus grand. La question, en tout cas, c'est ce qu'il est par rapport à vous. Et moi, je pense que c'était votre père ou votre grand-père. Votre père peut-être. Et je vois un lien de parenté direct. Il était strict, c'était un père un peu strict. Il vous poussait au meilleur de vous-même, parce que là c'est ce qu'il me dit. Le meilleur d'elle-même en permanence là, enfin c'est ce que j'entends instantanément, c'est ce qu'il vous dit. Que moi je vois une forêt, là instantanément, c'est peut-être quelque chose en rapport avec... vous avez un souvenir en rapport avec lui dans une forêt peut-être. Attendez, ça me parle. Attendez, c'est en France c'est dans les Landes, c'est ça? Oui, une forêt dans les Landes, ça. N'hésitez pas, c'est ça? Dans les Landes ça, ouais. Et ça vient directement parce qu'il me parle d'un voyage, mais c'est pas dans les Landes de voyage. C'est quelque chose en rapport avec... Alors ça n'a rien à voir. Vous partez en voyage prochainement? Oui, ça dépend de ce que vous appelez prochainement, oui. Mais vous avez un projet de voyage en tout cas. Parce qu'il me dit qu'elle fasse attention. Mais c'est très loin comme pays, comme destination. C'est même de l'autre côté, c'est sur un autre continent, c'est dans les Indes, quelque chose comme ça, c'est en Inde.
C'est directement en Inde. Je vais dire dans les Indes parce que je suis un homme du 19e siècle, mais c'est en Inde, c'est bien ça, vous voyez? D'accord, donc vous partez en Inde dans quelques temps. Il parle vite par contre, il était dynamique, c'est un homme dynamique. Oui, c'est un homme dynamique, il est tchatcheur, hein? Il aime savoir, il m'a montré qui c'est, non? Il y a un C dans son prénom, non c'est pas Marc, mais il y a un Hack, c'est Jacques peut-être, c'est ça? J'entends Jacques, c'est ça Jacques? Ouais, c'est ça. Mais il vous dit de faire attention à vous en tout cas. Voilà. D'accord, c'est dingue quoi. Ben, merci beaucoup. Et vous avez un don? Bonjour. Bonjour. On fait un reportage pour de la médiumnité. Est-ce que ça te branche de participer à une petite expérience? Ça dure 3 minutes. Ouais, monsieur. Je vais tenter de contacter quelqu'un qui a un message depuis l'autre là. Ok? Prêt à ça? Parce que toi t'es un serein avec ça, pas de soucis. Ah non, c'est quelqu'un qui est jeune et c'est quelqu'un qui avait un lien avec toi fort et qui est mort prématurément, c'est exact? Peut-être un ami d'enfance en tout cas. Et c'est quelque chose de fulgurant, enfin je vois quelque chose de rapide, je vois un choc en fait, mais je vois une voiture, je sais pas pourquoi. Il est parti dans la montagne. D'accord. Okay. C'est quelqu'un avec qui tu jouais souvent à la console de jeu, c'est exact? Ouais. Ok. Et c'est je vois une Xbox je crois. Et je vois une manette de Xbox et t'avais confiance en lui surtout. Ouais. Quelqu'un qui t'inspire la sympathie. Et c'est vraiment un ami à toi, mais genre pas comme des frères, mais c'est une amitié qui est fusionnelle quand même. Oui. Je vois qu'il y a un R dans son prénom je crois. Et quelque chose comme il y a un M. Oui, il y a un M. Ok. Martin. Oui, c'est ça. Putain, incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est. Toi, tu penses à quelqu'un qui fait partie de ta famille directement, je crois. Et je pense que c'est du côté de. C'est pas du côté de ton père? Non. Non, c'est du côté de ta mère, c'est ça. Et donc il me semble que c'est quelqu'un de l'ordre de. Un oncle, alors peut-être, je sais pas. Un oncle. Parce que je voyais un lien directement, mais c'est pas un cousin ou un truc. Par contre, je vois quelqu'un que c'est un musicien, c'est exact ou pas du tout? C'est ça. C'est ça. Donc tu fais de la musique avec lui? Non, il en faisait tout seul. Il en faisait tout seul. Et toi, tu l'écoutais? Ouais. D'accord. Parce qu'il me. Parce qu'en fait j'entends de la musique, c'est pour ça. Par contre il parle très vite, c'est quelqu'un qui est profondément dynamique. Et il était dynamique et je pense que c'est. Puis il te répond déjà que tu vas avoir confiance en toi, ça c'est important, mais il te le disait déjà peut-être à l'époque. Ouais, c'est vrai. Il te le disait, parce que là j'entends il faut qu'il ait confiance. Et ça s'améliore. Et moi il me répond que là où il est ça va. Ça a un lien peut-être. Enfin, il va bien en tout cas, c'est un message qu'il t'envoie. Donc je sais pas si c'est un rapport, de t'inquiéter ou pas. Il est mort prématurément ou rien à voir? Il est mort d'un accident. Et je vois quelque chose de rapide, c'est une voiture, accident de voiture ou rien à voir? Accident de voiture. Parce que je vois, en fait je vois un impact. Et c'est par contre, regarde, donc il me dit que là où il est ça va, par contre il a retrouvé quelqu'un, lui peut-être son père, et il me dit qu'il a retrouvé quelqu'un, son père il me semble. Et il me dit que t'as pas à t'inquiéter, que t'aies confiance en toi, j'ai peut-être un prénom qui me vient et c'est Antoine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. D'accord, ok. Ça m'est venu comme ça. Ok, super. Ah, par contre, vous pensez à une femme, spontanément, ça je le vois dessus. Elle est parmi nous, elle est par là. Et je la vois à peu près. Et elle était brune, c'est ça? Et c'était votre grand-mère? Parce que je vois automatiquement. Enfin, je vois une robe avec des motifs floraux, ça peut rien à voir avec ce que je dis. Et je vois des cheveux bouclés. Elle a des lunettes en revanche. Et je vois un sourire avec une faussette et des pommettes quand elle souriait. Et elle avait un côté très attendrissant. C'était une mamie gâteau un peu. Elle s'occupait bien de vous. Elle me parle de. Ça peut rien à voir, c'est quand elle vous faisait à manger, il y a un souvenir qui revient là. Elle me parle de haricots, ça vous parle ou pas du tout? Oui. Vous refusez de manger des haricots, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'était quoi alors? C'était qu'on les ramasse ensemble. Ah, vous ramassez ensemble des haricots? Parce qu'elle me parlait de haricots, mais je savais pas ce que c'était quoi. Donc c'était un grand jardin. Et je vois effectivement, maintenant que vous me le dites, le potager, il y a un N dans son prénom. Mais j'arrive pas, parce qu'il y a beaucoup de données là, j'arrive pas encore à le voir, mais je vais vous le voir dans pas longtemps. C'est un prénom court. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit de croire en vous. Là, vous avez une question qui vous taraude. Je pense que c'est quelque chose en rapport avec votre future carrière professionnelle. Et vous êtes en train de vous demander si vous arrivez à devenir ce que vous êtes en train d'étudier. C'est exact? Alors, ça fait partie d'une de mes questions. Alors là, moi, le message qu'elle me transmet pour vous, c'est de prendre votre temps. Vous êtes du genre à vous lancer, du genre à enfoncer des portes ouvertes. C'est exact ou pas? Vous êtes dynamique, hein? Ouais. Ok. Et donc ça, elle me dit que voilà, elle vous connaissait comme ça, très speed quand vous étiez petite. Elle me parle beaucoup là. Attendez, bougez pas. Elle me parle beaucoup. Et je sais pas pourquoi elle me montre une voiture, alors ça peut rien à voir, mais en tout cas elle me dit de calmer un peu la pédale, d'y aller avec plus de calme, c'est ce qu'elle vous disait aussi, il me semble, non c'est ça? D'accord. Et donc elle s'appelait Anne, c'est ça? Anne ou Anna? Quelque chose comme ça. Anna, d'accord. Alors salut, ton prénom? Baptiste. Baptiste, je vais te demander de penser à quelqu'un qui a disparu et je vais tenter de la deviner. Alors simplement, c'est. Moi je vois des choses, c'est une femme déjà. Et c'était ta grand-mère, c'est ça? C'est pas du côté de ton père, si? Non. Du côté de ta mère? Je ne savais pas. C'est du côté de ta mère. Mais je vois qu'elle veille sur toi, par contre c'était une mamie un peu poule, un peu mamie gâteau. Elle était avec toi, elle était très. Un peu protectrice, un peu. Je vois des. Non mais je vois des séances. Tu l'as connue assez pas tard, mais tu l'as connue quand même, elle est pas morte, t'étais pas très jeune quoi, t'étais dans l'âge de faire.
c'est parce que là elle me dit qu'ils prennent soin de lui. Est-ce qu'il mange bien? C'est des questions de grand-mère typiquement méridionale. Est-ce qu'elle te posait déjà à l'époque le truc qui était là-dessus pour toi? Moi je vois un restaurant, ça te parle ou pas du tout? C'est pas des cloches, c'est ça, d'accord. Parce que c'est un truc en rapport avec la nourriture, parce que c'est la prédominante dans sa vie. Et je vois des cheveux un peu, pas vraiment bouclés, mais une espèce de coupe un peu court. Je vois des lunettes, une robe à motifs floraux, c'est exact? Pas mal, ouais. Je la vois un peu plus petite que moi, elle était quand même petite. Hein. Et ce que je l'entends par là, il y a un N dans son prénom. Il y a un S aussi. Ça commence par une voyelle. C'est exact? C'est ça. Ok, quelque chose comme Agnès peut-être. C'est ça. Agnès. Bravo. Okay. Merci. Si tu devais mettre une note de 0 à 10 sur une consultation comme ça. Ah bah je mettrais 10. Bah je dirais 17. 17, c'est pas mal. 9. 9. Ouais, 9. D'accord. 10 représente quoi? 10 représente c'est parfait, 0 c'était nul. Ah non, bah c'est au moins 8, ouais. Ah, au moins 8? Je dirais 8,5. 8,5? Ouais, 8,5, ouais. 8,5. Ben... 8,5. 8,5. Ouais, c'était n'importe quoi. Non, je t'en prie. Je t'en supplie, ne pleure pas. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que je ne suis absolument pas médium. Ok. Et j'entends absolument pas ton grand-père. Je suis mentaliste. Et comment tu sais? Je suis pas absolument pas médium. Ah ouais? Je suis mentaliste. Bah oui. Je m'appelle Clément Frege, je suis mentaliste. Je suis absolument pas médium. Et le but du reportage est de débunker les médiums, de prouver qu'on peut bluffer les gens en se faisant passer pour tel. Voilà, moi j'ai vous dire, voilà, vous êtes plutôt, enfin, ça me faisait plutôt penser à ça, quoi. Et vous avez un don? Je ne suis absolument pas médium, je suis mentaliste. Ah ouais? Absolument. Énorme. Et le but est de débunker les médiums. Trop bien. Donc... Si tu m'avais pas dit que t'étais mentaliste, j'aurais cru que t'étais vraiment médium. D'accord. Et d'accord. Je vois que t'as un peu pleuré, ça va? Ouais, ça va, c'est bon, maintenant que tu m'as dit que c'était pas... C'est assez ressemblant. C'est somme toute, je pense, assez ressemblant et convaincant pour se dire que si j'y arrive sans pouvoir, alors d'autres peuvent y arriver sans pouvoir. Pour finir, il est clair que les messages de Bruno sont très suspects d'illusion. En introduction de l'épisode 76, l'occasion se présente à lui d'expliquer pourquoi il ne mettrait pas son talent au service de la police ou de la justice. Eh bien, c'est une occasion pour moi de vous dire que je ne suis pas un profiler. Il y a eu beaucoup de questions de votre part, de savoir pourquoi je ne mettrais pas mon talent d'intuition, de sixième sens, on va dire, au service de la police ou de la justice. Eh bien, tout simplement parce qu'une enquête judiciaire étant en cours, c'est une énorme responsabilité de transmettre des messages dans ces cas-là, et que dans ces cas-là, justement, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est dire l'idée que Bruno a de sa propre fiabilité. Ce serait tout à son honneur si cela ne contrastait pas avec l'assurance dont il fait preuve sur le terrain. Que sais-je? J'y suis peut-être pas du tout. Peut-être que Bruno est un vrai médium, et que mon action a l'air d'être celle de quelqu'un de jaloux. Mais alors qu'est-ce que je sais? Eh bien je sais simplement qu'une masse énorme d'autres faits supposément spirites ou surnaturels ne nécessite nullement la capacité médiumnique revendiquée, et que celle-ci leur est souvent bien inconvenante. Et j'aimerais qu'un médium, et je le demande très sérieusement, me réponde à cette question, toute simple. Pourquoi un défunt ayant la capacité sensorielle de communiquer avec nous montrerait un G plutôt que le mot Guinée? Très simplement. Il y a un pays avec un G dans votre... là où elle était? La Guinée. Oui, c'est ça, c'est la Guinée? De plus, nous relèverons que même à l'occasion des prédictions les plus spectaculaires de Bruno, les messages qu'il prétend nous livrer sont tout aussi vides de sens qu'à l'accoutumée. De surcroît, l'on peut noter quelques similitudes de langage, spécifiquement dans les tournures de phrases, entre les médiums, qui revendiquent un pouvoir, et les mentalistes, qui revendiquent ne pas en avoir. L'on peut donc décemment penser que ces deux disciplines se ressemblent beaucoup plus que ce qu'en dit Bruno. Et cela n'est pas anodin, car le mentalisme descend directement de la médiumnité, je vous renvoie à mon méta de choc avec Elisabeth Fétit sur ce sujet. En conséquence, même dans notre impuissance à expliquer certaines choses, les soupçons déjà largement justifiés par ailleurs nous autorisent à privilégier d'autres hypothèses à celles de la médiumnité. En fait, j'ai appris un truc aujourd'hui. D'abord, j'ai cru que vous étiez stupide pour croire en ce que disait ce connard. Mais j'ai compris que si vous êtes là, c'est parce que vous avez peur. La mort vous effraie et ce qu'il raconte vous rassure un peu. Vous voulez tous tellement croire ce qu'il dit, je l'ai bien vu. Du coup, vous pensez que ceux que vous aimiez flottent dans l'air et essaient de vous parler. Mais réfléchissez, c'est vraiment ce que vous voulez? Flotter dans les airs après votre mort et être obligé de parler avec ce con-là? On doit reconnaître ces choses pour ce qu'elles sont, des tours de magie. Parce que quoi qu'il se passe vraiment dans la vie et après la mort, c'est bien plus fantastique que ces conneries. Est-il moral et ou acceptable de simuler des facultés extraordinaires pour parler à la place des morts? À mon avis, non.
Nous croyons savoir que Bruno ne demande pas d'argent au protagoniste de sa web-série, et c'est tant mieux. Mais ses vidéos servent largement à faire sa publicité et à remplir les salles dans lesquelles il se produit. Est-il bien décent de faire croire à quelqu'un que son enfant mort de 5 ans a laissé une partie de son âme dans la personne de son petit frère, et que son fantôme donne l'impression d'un mini Superman ou de Buzz l'éclair? Mais il y a une partie de son âme dans le mini-lui, je sais pas comment vous dire ça. C'est Superman. On a l'impression d'un mini Superman qui est, vous savez, là... Ça me fait toujours penser à quoi? Vous savez, Toy Story. Ah oui. C'est vers l'infini et au-delà. Oui, on a toujours l'impression de ce côté-là, ça me fait toujours penser, il me faut penser à ça. D'aucuns penseront, et moi-même, j'eus partagé cet avis, si cela peut aider les gens à faire leur deuil, où est le mal? J'entends cette objection, mais aider quelqu'un à faire son deuil et à traverser cette période implique-t-il nécessairement de faire parler les morts et de leur faire dire ce que l'on veut? Il faut tout de même signaler qu'à force d'angélisme, Bruno va jusqu'à flirter avec l'apologie du suicide. Je ne dis pas, ni même implicitement, qu'il fait l'apologie du suicide, que les choses soient claires, je dis simplement qu'il va jusqu'à flirter avec une corde sensible. Dans son livre, il explique plusieurs fois et clairement que la mort n'est qu'un chemin transitoire, qu'il y a quelque chose après, que ce n'est pas vraiment une fin en soi, qu'il n'a donc pas lieu de dramatiser ces aspects-là. C'est même écrit en 4e de couverture, les âmes ne meurent jamais. Dans l'épisode 71, il fait dire la chose suivante au défunt père d'une femme mariée et pleurée. Il dit, je t'assure que c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Et il faut vraiment que tu le vois comme ça, parce que pour moi c'est ma libération. C'est mon acte de liberté en plus. Selon moi, c'est malsain. Vendre du réconfort aux gens en profitant de leur détresse et de leur crédulité, c'est finalement de cela dont il s'agit au bout du compte. C'est tellement honnête. Ne dit-on pas... honest like a red cruise. À dire vrai, dans cette vidéo, comme dans ma démarche vulgarisatrice de l'esprit critique, tout comme dans mes spectacles, le simple amour de la vérité est la première et la véritable motivation. Non, enfin la deuxième, la première ça reste l'argent. Il est peut-être très agréable de croire entendre sa maman par le biais d'un monsieur barbu et souriant. Mais il est utile et plaisant par ailleurs de savoir se méfier des prétentions douteuses. Nous avons la faiblesse et l'immodestie de penser, mon co-auteur Victor et moi-même, qu'il est vertueux de se méfier, en dépit de ce qui nous serait agréable à croire ou non. Mais maintenant, j'aimerais adresser un petit défi à Bruno. Comme je vous en ai parlé dans le précédent vlog avec Uri Geller, il existait pendant un temps le défi zététique. Le défi était simple, 2 scientifiques, un illusionniste et un huissier de justice. À l'aide d'un protocole expérimental scientifique rigoureux, ils infirmaient ou affirmaient une prétention paranormale. En 10 ans, des tas de médiums ont essayé, en 10 ans, aucun n'a réussi. Je te propose donc, Bruno, de mobiliser quelques confrères sceptiques afin de faire un petit défi zététique rien que pour toi. Un protocole expérimental sera mis d'emblée d'accord entre toi et moi afin d'écarter tous les biais. En condition optimale de contrôle scientifique que réclament pareilles affirmations, on définirait à l'avance ce qui sera un résultat négatif ou positif, on ne transforme pas l'un dans l'autre après coup. De même, cela signifie qu'on définirait à l'avance les objectifs. On ne définit pas ce qu'on cherchait en fonction des données déjà recueillies. On ne négocie pas le protocole en cours de route. On ne soutient pas d'informations vérifiables sans que ça ait été prévu, etc. On tient compte de toutes les données vérifiables. On ne passe pas les échecs sous silence. Dans l'idéal, on ne relève pas ni n'interprète soi-même les résultats. Le rôle d'un juge indépendant sert à pallier le biais de validation subjective. Dans l'idéal, on pourrait mener des expériences au moins en simple aveugle. T'envoyer quelqu'un d'autre qui est insusceptible de te véhiculer des informations, te bander les yeux, etc. Si beaucoup sont convaincus par les réels dons de clairvoyance du médium, d'autres, en observant en détail les vidéos, sont persuadés que Bruno utiliserait des techniques basiques de mentalisme, de psychologie ou de morphopsychologie. Des affirmations qui ne semblent pas contrarier le médium. Il y aura toujours des gens qui n'y croient pas, il y aura toujours des gens qui y croient. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience. Donc à la limite, ce que j'aurais à dire à ceux qui n'y croient pas, s'ils sont de bonne foi quand même, c'est-à-dire qu'ils ont envie de voir comment ça fonctionne, c'est de venir se faire un essai sur la série. Si Bruno est de bonne foi, s'il pense véritablement faire ce qu'il prétend, alors il est parfaitement dans son intérêt de se soumettre à ces tests. Je te recommande pour cela de contacter l'Observatoire zététique. Au mieux pour lui, cela le conforterait dans ce qu'il croit déjà et le soulagerait de mes soupçons encombrants. Les défunts ne gagneraient-ils pas eux aussi à ce que Bruno soit pris davantage au sérieux? À la place de nos chers défunts, n'aimerait-on pas que nos messages pour les vivants soient pris pour mieux authentiques? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et cette année, le plus gros connard de l'univers est... Oh, c'est John Edward, galaxie de la Voie lactée, planète Terre. Ah, je suis pas un connard. Et voilà le plus gros connard de l'univers. Dans toutes les galaxies, y a pas plus gros connard que lui. Tu es au top, au pinacle de la connerie. Bien joué, connard, tu remportes l'Oscar.